Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait une très grosse vidéo. Elle va prendre du temps celle-là, mais c'est pas grave. J'ai les marqueurs qui sont en dessous si vous voulez aller directement à votre club pour voir donc ce qu'on fait aujourd'hui sur les pronostics, les analyses, le débrief de la période de transfert, des transferts, du mercato, ce que je vois pour la saison à venir. Voilà, plein de choses différentes. Mais si vous voulez aller à votre club directement, c'est en bas. Et avant que vous partiez, pensez à vous abonner si vous aimez le rugby, parce que moi, je fais cette vidéo, ça me prend du temps. Et si vous voulez récompenser mon travail, un petit like, et puis si vous voulez donner votre avis sur ce que je dis sur votre club ou sur notre club dans les commentaires, je serai ravi d'en débattre ici ou en privé sur les réseaux sociaux, etc. si vous avez des remarques. Voilà, on commence directement par l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais qui est le club qui a peut-être le plus fait parler à l'intersaison. Pourquoi? Il y a eu notamment ce feuilleton avec la prolongation de Grégory Pata. Ça a été officialisé. Alors, je tourne cette vidéo, il est 2h du matin, lundi soir. Ça a été officialisé ce lundi, donc c'est officiel. Il a prolongé jusqu'en 2028. Pour ma part, j'en ai vu dire qu'ils étaient très contents de la manière dont Philippe Taïeb avait géré ce problème qu'il a créé. Le fait est que c'est un problème qu'il a créé lui. J'ai l'impression que... Moi, je vais faire un petit peu l'analyse psychotechnique de ce qui s'est passé. Moi, j'avais l'impression que... en tout cas, que Taïeb pensait peut-être que Bayonne n'était pas encore un grand club du top 14 et qu'ils avaient besoin d'un argument en plus, à savoir un directeur du rugby pour faire plus sérieux. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin au final ? Je sais pas, parce qu'avec ce qui est arrivé, la manière dont Travers est arrivé, la manière dont ça a été annoncé quand il y a eu les premières tensions de Taïeb qui disait s'ils s'entendent pas, il y en a un des deux qui partira, sans vraiment dire s'il confortait ou pas Pata, qui est là au club depuis 4 saisons, qui te monte l'équipe en demi-finale du top 14, qui font un très beau match en plus face au Stade Toulousain, qui t'oppose vraiment. Ils avaient vraiment... voilà, pour moi, ils avaient l'opportunité d'aller en finale. Bon, au final, le Stade Toulousain a dominé, mais ils ont sorti un très beau match. Le match de barrage a été intéressant face à Clermont. Voilà, Bayonne a vraiment été constamment dans le progrès sur ces 4 dernières saisons, et je pense que c'est à mettre à crédit sur le Pata et son staff. Et moi, à mon sens, la décision de faire venir Laurent Travers, voilà, ça relève un petit peu de, pas un manque de confiance, mais t'es pas totalement, comment dire, peut-être que tu te sens pas totalement légitime à ce niveau-là de top 14 et que tu veux un argument en plus pour essayer de te maintenir, alors que pour moi, Pata, t'as amené tout ce dont t'avais besoin pour que Bayonne s'établisse comme un grand club du top 6, du top 14 sur les prochaines saisons. Là, cette décision-là, voilà, pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai un problème en tête, c'est qu'est-ce qui se passe si Bayonne fait une saison de merde? Genre, la saison dernière, ils ont été incroyables, super à domicile, à l'extérieur, ils faisaient des bons coups. Ils vont être beaucoup plus attendus cette saison, donc peut-être un peu plus de défaites, peut-être qu'ils vont pas aller directement en barrage à domicile, peut-être qu'ils vont se qualifier en tant que 6e, peut-être qu'à la mi-saison, ce sera pas incroyable et qu'ils seront 9e. Qu'est-ce qui se passe si Taïeb, sur un coup de tête, dit c'est plus possible avec Pata, et que tu fais venir Travers dans l'effectif en tant que manager? Alors, c'est pas que tu l'établis comme manager, mais tu établis le rôle de manager sous les directives du directeur du rugby. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que les joueurs vont suivre? Est-ce que Taïeb va prendre sur un coup de tête? Voilà, moi, Taïeb, pour moi, ça reste une énigme, parce que autant c'est un entraîneur, enfin c'est un homme qui a su s'entourer pour faire de Bayonne un très bon club de top 14, autant sur certaines décisions, moi celle qui m'avait marqué, c'était le départ de Bru à l'intersaison. Alors Pata était arrivé, il avait plutôt bien géré, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de présidents de top 14, ou en tout cas de clubs de Pro D2, qui s'ils montent en top 14 vont changer leur entraîneur à l'intersaison. C'est ce qui s'était passé sur la... Alors, il y avait eu énormément de sous-entendus, de sous-tensions, de tensions invisibles. On sait... Même moi, pourtant, j'ai quand même quelques infos. J'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé. Alors, c'est toujours très compliqué, cette espèce d'embrouille, blablabla. Il y a eu des tensions après, dans les années suivantes, etc. Mais pour moi, ça traduit un peu de peut-être un manque de certitude à Bayonne, alors que sur le terrain, tout va bien. Tout va bien.
Franchement, tout va bien. Ils ont un groupe là, ils ont fait un bon petit recrutement. Ils ont des recrutements intelligents. Ils ont des départs qui font mal, tu vois, mais pas non plus exceptionnels. Et donc sur ça, pour moi, voilà, Pata a prolongé. Attention à cette saison du côté Bayonne, parce que tout le monde va les attendre au tournant, donc forcément ça va être une année charnière. Est-ce qu'ils vont réussir à faire... Moi je pense que l'objectif c'est au moins de faire la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire un barrage à domicile, hein, pas forcément de finir absolument quatrième, etc. Mais s'ils finissent troisième, quatrième, ou alors peut-être juste de se qualifier en phase finale. Voilà, c'est un truc moi qui me chafouine un peu Bayonne, parce que j'ai un petit peu l'impression qu'ils se sont mis dans la merde tout seuls, et c'est pas à cause du sportif, et ça m'embête un petit peu quand le sportif tout va bien, que tu arrives à te mettre dans la panade à cause de trucs qui sont pas liés au sportif. Je sais pas si ça fait sens là, bon il est peut-être un peu tard, 2h du mat, mais je fais peut-être plus trop sens à cette heure-là de la nuit, mais voilà, pour moi je doute de Bayonne cette saison. Alors que sur le sportif, il n'y a rien qui me fait douter. C'est ça qui m'emmerde un peu. Mais en tout cas, on va se regarder. Bon, on va peut-être reparler au fur et à mesure, etc. De ça, de la vidéo ou des transferts, etc. Mais qu'est-ce que sont les transferts bayonnais sur cette intersaison? Donc, ils ont fait 7 arrivées dans l'effectif pro. Ils ont fait 7 arrivées dans les espoirs. D'ailleurs, ils ont pris un Australien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode, parce qu'il y a 4 équipes, je me l'étais noté, il y a 4 équipes qui sont allées taper dans les écoles australiennes sur les 14 équipes top 14. Il y a Bayonne qui est donc allé chercher Declan Minto. Castres, ils en ont pris un aussi, je crois que c'est un talonneur. Ou alors Montpellier, je crois qu'ils ont pris un talonneur. Et Toulouse qui allait chercher Ainsley Moto. Est-ce que ce serait pas une tendance qui va se mettre un peu en vogue en top 14, d'aller taper dans les écoles australiennes, parce que le rugby à 15 est en train de se faire défoncer par le rugby à 13 et l'AFL, l'Australian Football League. Comme ça, voilà. Ça c'est un phénomène à observer aussi, c'est totalement pas lié à Bayonne, mais voilà. Les transferts, bon, moi il y a des transferts déjà qui me sautent aux yeux, c'est évidemment Alexandre Fischer où Bayonne a eu un petit peu l'œil, ils sont allés le chercher alors qu'il était blessé. Il fait cette tournée exceptionnelle avec le 15 de France en Nouvelle-Zélande, il se remet un petit peu sur la carte. Donc ils ont ce joueur-là qui va arriver en pleine confiance, 27 ans, dans la force de l'âge pour un troisième ligne. Ils sont aussi allés chercher Rob Leota, que j'aime beaucoup, qui est un troisième ligne super intéressant de l'Australie. Alors je sais pas quand il arrive, le Rob Leota, je sais même pas s'il est déjà arrivé. Je crois qu'il est déjà arrivé à Bayonne, oui. Après, ils sont allés chercher Ewan Johnston en deuxième ligne. Ça, c'est pour un petit peu remplacer Marchois et Poloniati qui se barrent, vous le voyez à droite. Et après, quand on regarde, ils ont pas vraiment remplacé les 3 ailiers arrière qui partent. Alors, Calandré jouait plus vraiment. Mousquet, c'était quand même un élément important. Et Gaëtan Germain, qui est parti à la retraite, 35 ans, il jouait plus trop non plus. Mais numériquement, tu perds quand même 3 ailiers arrière, alors que tu as quasiment remplacé tous les autres trucs, quoi. Donc tu as fait 1 pour 2 pour Johnson et Marchois Poloniati. Pareil pour Calies et Setiano, que pour moi c'est un petit peu des paris. Est-ce qu'ils peuvent s'installer dans la rotation tranquillement? Et donc ça nous donne cet effectif. Donc ça c'est les prolongations, etc. Et merci à All Rugby d'ailleurs, je regarde ça sur All Rugby, donc si vous voulez prendre un abonnement sur All Rugby, parce que c'est un site super intéressant quand on est fan de rugby. Et donc pour cet effectif-là, moi j'aime bien ce qui se passe à Bayonne. Je me pose quand même la question, qui tu mets en 3e 10? Alors évidemment, le 15 de France va pas te piquer second, et Enscombe est trop vieux pour le Pays de Galles. Mais c'est vrai que dans une rotation, est-ce qu'ils vont compter sur Benyat Sarod, alors que je vous avoue que j'ai jamais vu jouer, donc je sais pas, est-ce qu'ils ont un 3e 10 dans l'effectif? Quand j'y réfléchis, ils peuvent compter aussi sur Baptiste Germain, mais du coup tu repars sur ce truc où Baptiste Germain peut jouer 9-10, mais du coup ça fait 2 demi de mêlée et demi et 2 demi d'ouverture et demi, avec peut-être Baptiste Tilleul que tu vas faire jouer derrière à 18 ans, mais que 18 ans, donc voilà. Hodge peut jouer 10 aussi, mais c'est vrai qu'il a plus vraiment joué, et je crois que je vois pas d'autres potentiels 10 dans l'effectif. Peut-être que les Bayonnais vont me dire des trucs en commentaire que j'étais pas au courant, mais peut-être que sur cette faiblesse-là, sur la charnière, peut-être que c'est peut-être le seul point faible en fait de Bayonne. Après, je trouve l'équipe vraiment super intéressante.
Ils ont choisi de ne pas remplacer Mousquet. Je pense que c'est quand même pour l'émergence, en comptant sur l'émergence de Tom Lévesque, qui était avec les U19, qui est un joueur super intéressant à l'aile. Ils ont aussi Orabé, Spring et Tibérien. Alors Tibérien c'est plus 15, mais Spring et Orabé peuvent jouer à l'aile aussi. Herbin Artegaray peut jouer au centre, donc tu peux faire plein de mix de joueurs, donc sans vraiment que ça pollue l'efficacité des joueurs. Moi, j'aimerais bien revoir et voir comment les équipes adverses vont gérer la paire Makala-Tuilagi au centre. Parce que c'est une paire de centres qui a fait chier cette saison. Franchement, elle a fait chier les équipes. Elle a fait des trucs auxquels personne s'y attendait vraiment, parce que Tuilagi, 34 ans, tu l'attendais peut-être pas à ce niveau. J'ai hâte de voir aussi Hodge. Je me posais la question en faisant la vidéo, est-ce qu'il a vraiment joué la saison dernière avec... Il n'a pas vraiment tant joué que ça, Hodge. C'est pour ça que moi j'aimerais bien aussi voir Hodge cette saison, parce que je crois qu'il y a eu des blessures, mais pour un joueur de ce calibre, c'est un joueur super intéressant. Franchement, Hodge, quand on s'y plonge, évidemment pas sur les 2 ou 3 dernières saisons, mais avant ça, quand il était en pleine bourre avec les Wallabies, il avait un coup de latte à 60 mètres facile. C'est un joueur qui peut être extrêmement utile, notamment dans les matchs où tu as Enscombe titulaire et où tu as besoin d'un buteur qui peut peut-être être longue distance comme le serait Second. Peut-être que si tu vois, peut-être dans cette rotation-là, dans cette stratégie-là, moi je trouve ça intéressant de peut-être regarder cette réémergence de Rhys Hodge qui arrive à un âge de raison, 30 ans pour un ailier arrière, 15, enfin il peut jouer tous les postes Rhys Hodge, mais il a l'air de s'être fixé au centre pour ce truc-là. J'aimerais bien en voir plus en fait de Rhys Hodge sur cette saison de Bayonne, à voir est-ce que ce serait pas un flop. Pour les autres recrues aussi, j'aime bien les profils d'Herschel Gentilles et Gareth Enscombe. Moi je me pose juste une question, Gareth Enscombe, expérimenté, etc. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement sujet aux blessures et j'ai peur que ça fasse un petit peu comme Dan Bigard à Toulon. C'est la seule inquiétude. Après, il n'est pas aussi cher que Dan Bigard, qui était à presque 1 million la saison. Donc forcément, même s'il est payé 400 000 €, Enscombe, ça reste raisonnable. Mais Enscombe, pour moi, c'est une interrogation. Je ne dirais pas que c'est un transfert satisfaction, mais je demande à voir. Sur le match face au Stade Toulousain, je crois que je l'avais vu débuter avec, je crois que c'était Yantis en 9. Ou alors c'était Machno, j'avoue que là, je m'en souviens plus clairement. Mais autant Machno, bon... Machno, franchement, je crois que je sais où je le place dans les hiérarchies des 9 cette saison. Autant j'ai envie de voir si Yantis, pour en venir à lui, peut s'établir comme le demi-mêlée titulaire à Bayonne. Après, avec Germain et Machno, est-ce qu'il va réussir, en sachant que pour lui, c'est un petit peu une relance de carrière, parce que maintenant qu'il est dépassé par les Grant Williams, par Faf de Clercq, là il est revenu récemment avec les Springboks, mais les autres demi-mêlées dont j'ai les Hendrikse, Grant Williams, l'autre des Lions dont j'ai oublié le nom, mais pour Herschel Gentilles, il a 29 ans. S'il veut disputer la prochaine Coupe du Monde, il faut qu'il se fasse remarquer, il faut qu'il s'installe réellement et qu'il prenne du temps de jeu sur les autres demi-mêlées. Et sur ça, il va falloir l'observer du côté de Gentilles. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Après, on va en dire un petit peu aux avant parce qu'on a beaucoup parlé des arrières. Moi, il y a un joueur que j'aime vraiment beaucoup à Bayonne en 3e ligne. On a parlé de Fischer, moi j'aime beaucoup Bruni, Ituria, pareil, joueur super intéressant. Esteban Capilla, je vous avoue que j'en attends beaucoup de lui cette saison. Et j'attends peut-être un peu plus de maturité. Notamment certains matchs, on a vu par exemple, moi j'ai celui de je pense que tous les Bayonnais se souviennent du match à Montpellier la semaine dernière où il prend son carton rouge pour un plaquage un petit peu nerveux, si je me souviens bien. Voilà, Capilla pour moi physiquement c'est un buffle, franchement, quand tu le vois, il a l'expérience du Sevens, il sait comment, il a de la vitesse, il peut servir de fer de lance en attaque, c'est vraiment un joueur génial en défense. On l'a vu coller un caramel absolument terrible à Nelson Epel la semaine dernière, qui en plus s'est blessé sur l'action, mais il est arrivé comme une balle. Enfin, c'est un joueur physiquement impressionnant. Après, est-ce que rugbystiquement, il peut le devenir? Je pense qu'il peut. Mais cette saison va aussi être charnière un petit peu dans ce développement. Il arrive à 22 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui peut, alors peut-être pas aller taper au 15 de France directement, mais qui à moyen terme, d'ici 2-3 ans, peut y arriver. Franchement, c'est un très très gros prospect à mes yeux. Et pour ça, voilà, c'est un petit peu les joueurs à suivre du côté de Bayonne. Je vais en faire un petit peu pour un petit peu décrypter chaque équipe. Mais voilà. Après, pour les autres joueurs,
Moi, je suis toujours aussi fan de Lucas Martin. J'ai envie de voir aussi ce que peut faire Facundo Bosch cette saison. Pour les pieds, on en a parlé, c'est une bonne rotation, je trouve. Et puis voilà. Pour Bayonne, je crois que c'est à peu près tout. On reparlera de Bayonne pour la fin parce que cette vidéo sera en deux parties. Vous le verrez. En général, vous regardez la vidéo de votre club et le classement, le pronostic du classement à la fin. Et donc, voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour Bayonne. On va passer à Bordeaux, qui a fait un recrutement. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ils ont quand même des départs un petit peu chiants. Tatafou, Samou. Alors Tatafou était plus vraiment titulaire, mais dans la rotation, il était intéressant. Samou, ça fait chier. Diaby pour le leadership, ça fait chier. Petit, c'est chiant. Ils ont envoyé Afan à Brive, enfin, parce qu'il s'était pété la saison dernière, mais du coup, il n'a pas pu y aller, mais ils l'ont renvoyé pour avoir l'expérience, donc ça peut être intéressant, mais encore une fois, à moyen terme pour Afan. Lesgourg, bon, c'était un petit peu la doublure de Lucu, donc il est parti à Biarritz pour un dernier challenge, c'est sympa. Garcia, pour moi, c'est chiant comme transfert, parce qu'on va voir, il leur manque un 10, du coup, à mon sens, à Bordeaux. On va en reparler de Tapouaï, bon, il était plus vraiment dans la rotation et voilà. Rébier du coin, donc Rébier est revenu a été prêté à Oyonnax et du coin a pris sa retraite. Mais quand on regarde, il leur manque quand même un 10. Hein. Moi, c'est vraiment la grosse inquiétude que je me suis notée. En doublon, ça va être peut-être un peu court, mais on va en reparler parce que sinon on va pas aborder les arrivées. Les arrivées, je les trouve toutes intéressantes en certains points. Moi, j'ai quand même des doutes, à mon sens, qui sont légitimes sur Palu et Woki. Non pas parce que c'est des mauvais joueurs, mais parce qu'on sait les défis que les deux joueurs doivent affronter à Bordeaux s'ils veulent avoir du temps de jeu. Je pense que Woki peut, franchement, à 26 ans, j'ai l'impression, vous m'écoutez parler, j'ai l'impression de parler de deux joueurs qui sont totalement finis. Pas lui, il a 29 ans, il a encore du potentiel, il a encore du fil enfin, pas du fil à retordre, mais il a encore de l'énergie à donner à l'UBB. Et Cameron Woki, 26 ans, j'en parle comme s'il était fini, alors que pour moi, il peut vraiment se relancer parce que j'avais l'impression que le transfert au Racing, c'était pas vraiment la meilleure idée, même si bon voilà. Mais le fait qu'il revienne à Bordeaux, un club qu'il connaît, un club qu'il a formé, je crois, franchement, ça peut peut-être débloquer quelque chose en lui. Et en ce sens, je suis dubitatif, mais dubitatif, pas en ayant des attentes négatives, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, j'attends de voir si ces deux joueurs-là peuvent vraiment alors pas passer un cap parce qu'ils ils ont eu leur pic de niveau, c'était génial, mais est-ce qu'ils peuvent se réinventer, se renouveler sous la coupe de comment il s'appelle, de Yannick Bru? Et donc sur ça, voilà, je suis assez intéressé par ces deux joueurs. Duprez, pour moi, c'est un très très bon recrutement. Assa, il est génial. Il a été repris par les Springboks en plus pour la première fois depuis 2017. Il s'est réinventé. Par contre, c'est assez génial que Bordeaux ait réussi à le choper. Barlow, c'est un petit peu dans la même logique. Est-ce qu'il peut changer de statut en sachant que il va être obligatoirement sur le début de la saison derrière la mode sauf blessure, donc est-ce qu'il peut vraiment réussir à passer devant la mode? Ça pourrait être intéressant si jamais de voir Barlow voilà, un petit peu, comment dire, poncer ou faire disparaître ses lacunes. Je crois que si je me souviens bien, en touche, c'est pas extrêmement son point fort, donc voir s'il peut réussir, en sachant que Bordeaux, parfois la touche, ça peut être un petit peu la merde. Donc est-ce que Bordeaux et Barlow peuvent réussir à gommer ses erreurs? Pagerello en 9, moi j'aime bien. C'est un 9 de rotation, un 9 international. Ça peut être casse-couille par contre parce qu'il a un statut international et qu'il peut être appelé avec l'Italie. Donc s'il est appelé avec l'Italie, bah, tu perds Maxime Lucu en doublon. Tu perds Martin Pagerello en doublon. Tu te retrouves avec Arthur Retière. On sait qu'il est pété pour le début de saison. On va en reparler des blessures parce qu'il y en a pas mal. C'est un bon recrutement. Après, c'est vrai qu'en doublon, le 9 et le 10, ça peut être casse-couille. Rayassi, pour moi, c'est la meilleure recrue. Franchement, Rayassi, pour moi, c'est la meilleure recrue. J'avais extrêmement peur quand il est arrivé à Vannes. Comme certains joueurs de Nouvelle-Zélande, il ne s'adapte pas. Et quand on voit sa première saison à Vannes, c'est un très très bon ailier. Et en plus, il commence à déclencher une polyvalence en 15. C'est le cas avec les Fidji avec qui il a joué récemment en 15. Et pour moi, c'est vraiment une énorme bonne idée en fait de prendre Rayassi à Bordeaux. Et puis Mousquez, vous le connaissez, pour moi pareil, ils l'ont chopé un petit peu comme Yonet Chegaray.
C'est un joueur qui va énormément apporter, que ce soit dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines à Bordeaux. Pour le reste, alors on va parler des espoirs rapidement parce qu'ils ont chopé aussi Valentin Huteau qui va avoir un rôle extrêmement important en ce début de saison et on va en parler de suite. Pourquoi? Alors là, il y a les prolongations qui sont très très longues, etc. C'est génial. On va parler directement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les demi de mêlée et la charnière, pour moi, déjà en 10 il manque quelqu'un à mon sens parce que alors je sais pas s'ils veulent faire jouer la rag ou s'ils veulent le faire émerger, mais on n'a pas vraiment eu d'indice sur ça. Jalibert, pour moi, si Jalibert n'est pas convoqué par Galtier pour l'équipe de France, il n'y a pas de problème de 10 à Bordeaux. Si il fait les regroupements et qu'il y a un nouveau rebondissement dans les relations entre Galtier et Jalibert, et que tu te retrouves uniquement avec Carberry et la rag, ça peut être emmerdant pour Yannick Bru. Après, pour le demi de mêlée, là, c'est la merde pour le début de saison. Pourquoi? Parce que Lucas s'est pété un tendon du pouce, il va pas être là pendant 2 mois. Arthur Retière, qui est un petit peu un autre neuf, pas officiel, mais bon, il peut dépanner en neuf. Enfin, si, il peut. C'est même un neuf officiel, hein, vu qu'il peut avoir cette polyvalence quand tu le mets sur le banc. Mais là, il souffre du syndrome des loges, je crois, dans un mollet. Donc, c'est plusieurs semaines. Je crois que ça a envisagé l'opération. Donc, c'est chiant. Donc, tu te retrouves pour le début de saison finalement, avec uniquement Pagerello et je sais pas pour Gour et Lossuc, mais potentiellement Huteau qui s'inscrirait plutôt dans la relation, vu que Huteau a annoncé comme un crack et qui pourrait faire ses premières feuilles de match assez rapidement donc avec l'UBB. En dehors de ça, en neuf, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'en doublon, ça va être chiant, donc Retière a pas intérêt à se blesser et Huteau a intérêt à un petit peu, comment dire, émerger rapidement. Bon, c'est pas pour lui mettre la pression, mais voilà. Mais c'est vrai que sur cette charnière, je trouve que Bordeaux a peut-être un petit peu perdu au change, peut-être pas en termes de qualité de rugby, mais numériquement sur l'intersaison. Après, pour le reste de l'effectif, bon, c'est Bordeaux, quoi. Donc c'est vraiment pas mal quand tu vois la gueule de la troisième ligne avec des éléments comme alors c'était Gazzotti qui a déjà émergé, mais Elijah Ipsayen et Bobby Bissu qui vont arriver, qui ont été déjà avec les U20, qui sont des profils vraiment géniaux. J'en attends aussi beaucoup de Thémo Mathieu pour peut-être, alors je crois qu'il n'avait pas fait une saison, si on regarde ses feuilles de match, il avait fait quelques matchs la semaine dernière, mais saison dernière, mais il s'est fait des blessures de mémoire. Il fait quand même beaucoup de feuilles de match, mais je crois que vous voyez là les indisponibilités, il prend une commotion, touché à l'épaule, peut-être plus de régularité, il fait quand même 21 matchs, mais je pense que Mathieu il peut vraiment avoir ce statut de s'inscrire dans la rotation. Alors c'est pas vraiment français le statut de s'inscrire dans la rotation, mais d'avoir ce statut de titulaire ou remplaçant dans la rotation Top 14 Champions Cup, et Dieu sait que Bordeaux va en avoir besoin s'ils veulent briguer les 2 titres cette saison, et je pense qu'ils en sont capables. Donc tous ces joueurs-là qui ne sont pas les titulaires absolus, alors je pense qu'il y a des noms qui vous sautent à la tête, mais voilà, ça peut être intéressant que ces joueurs-là émergent réellement. Mathieu, il a ce rugby-là, je pense que sous bruit, il peut se révéler. Et puis après, deuxième ligne, il va falloir quand même trouver un remplaçant à Guido Petit, parce que c'est chiant. Alors on a Adam Coleman qui est là, mais qui arrive quand même sur les 33 ans, donc il va falloir quand même lui trouver un 5 remplaçant. Est-ce que ça peut être Palu? Moi j'aime beaucoup Nguimbous, hein, alors je sais pas comment on prononce exactement, c'est Gimbous peut-être, qui avec les U20 est toujours super intéressant, donc peut-être que comment il s'appelle, comme Ipsayen, ça peut être une émergence potentielle cette saison avec Bordeaux. Et après, bon, les talonneurs, c'est OK. Les piliers, c'est OK aussi. Les lignes arrière, bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est OK aussi. Voilà. C'est correct, on va dire. Bordeaux sur les lignes arrière. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vraiment, un petit peu à part... moi, ça me ferait chier que Buros fasse pas une saison pleine, parce que j'aime pas quand Buros a des blessures, parce que c'est un joueur que je trouve vraiment super intéressant. Mais c'est vrai que de pas avoir Buros sur la ligne arrière, c'est vrai que t'as peut-être un petit peu moins de sécurité, on va dire, parce qu'après ceux qui le remplacent en général sont plus jeunes et peut-être un peu plus petits que Buros, qui a vraiment une suprématie dans les airs, je trouve, dans le triangle arrière de Bordeaux, qui est vraiment rassurante dans ces matchs un petit peu couperés que Bordeaux a désormais l'habitude d'affronter. Voilà. On va en reparler donc de Bordeaux après quand on fera les transferts de top 14, mais vous pouvez switcher directement les Bordelais. Si jamais vous voulez aller voir les pronostics de votre équipe, c'est à la fin de la vidéo, vous verrez en bas. Et on passe directement à Castres. Castres, pour moi,
font pas un grand recrutement, hein, c'est 4 recrues, c'est pas... ils ont pas fait le truc. Mais pour moi, Castres, l'année dernière, c'est un petit peu une énigme, parce qu'ils avaient... Enfin, une énigme, non, mais c'est quand même une interrogation de... je pense qu'ils n'avaient pas besoin de plus de recrues que ça, c'est-à-dire qu'ils sont allés choper Karawalevu qui est intéressant, Vargas qui est intéressant, Ramoto Taboua pareil, ils sont allés le choper Oyonnax, ils ont allé choper Teddy Durand pour remplacer numériquement le départ de Gaëtan Barlow. Pour moi, là, ils ont vraiment remplacé les départs importants, on va dire. Et pour moi, Castres, franchement, c'est la première vraie saison de Sadourny. Il peut faire la préparation, il peut concocter ses plans de jeu. Pour moi, quand tu regardes l'effectif de Castres, j'ai l'impression qu'on est sur une saison. Alors, ils sont tout le temps, mais où Castres va être casse-couille, mais plus que d'habitude. C'est genre on a vu sur la dernière saison qu'ils étaient capables de proposer un rugby exceptionnel. On se souvient tous, je crois que c'est cet essai face au Munster où les mecs se font 15 passes. Ça finit avec l'espèce d'essai en coin où Louis Lebrun arrive en coin et marque l'essai. Enfin, on se souvient tous des nouvelles actions de folie un petit peu de Castres qui vraiment depuis quelques années régalent. Et quand tu regardes cet effectif, ben, je me suis noté, hein, pour moi c'est un effectif bien construit. Et bien construit, pas forcément l'intersaison, mais bien construit depuis plusieurs années, quoi. Et là, c'est un petit peu, je pense, on arrive sur alors pas une fin de cycle, mais un début de cycle où quand même Sadourny a beaucoup d'expérience avec ce groupe et donc il peut mettre en place des choses qu'il n'aurait peut-être pas mis s'il avait pris le groupe au début de la saison. Et sur ce cas-là, le seul truc où je me suis dit, bon, en vrai, ça peut peut-être être un peu court, c'est le numéro 15, avec le départ de Dumora qui vraiment était génial, mais en somme, Poplin peut le couvrir, Lebrun peut le couvrir, Chabouni qui est vraiment une des révélations la saison dernière avec Castres, Palis peut le couvrir. Bon, c'est peut-être qu'il faudrait un 15 plus défini qui soit vraiment consacré au 15, un petit peu dans le style Buros, si vous voyez ce que je veux dire, hein, vraiment un 15-15, mais Chabouni occupe ce truc. Voilà, il est jeune, il aura quand même l'expérience de Palis sur laquelle s'appuyer. Je crois qu'en plus, comment il s'appelle, Dumora est toujours là dans l'effectif, mais voilà, c'est peut-être à la limite le poste un petit peu faible de 4. Mais après, quand tu regardes, moi j'en attends toujours plus de Louis Lebrun, forcément, qui est un joueur que je regarde avec beaucoup de plaisir. J'attends quand même toujours un petit peu plus de maturité sur ces joueurs-là, cette génération-là, un petit peu entre 21 ans et 25 ans, là, qu'on connaît quand même depuis plusieurs saisons parce qu'ils sont installés, c'est des révélations du top 14 qui ont su gagner leur place dans les effectifs. Mais Louis Lebrun, pour moi, va devoir faire une grosse saison si Castres veut espérer le positionnement dans lequel je les mets. Je tease un peu, mais pour le pronostic du classement. Et puis après, quand on regarde les postes, c'est bien, quoi. J'en attends vraiment beaucoup dans Badiang cette saison, hein. S'il n'a pas de blessure, ça peut vraiment être un élément extrêmement important de Castres. On l'a vu sur le début de saison dernier. Son sauvetage légendaire sur Spring. Troisième ligne aussi, pour moi, c'est marquant. La troisième ligne de Castres, c'est toujours un plaisir à regarder. Voilà, les joueurs d'expérience aux côtés de joueurs qui peuvent vraiment apporter des choses. Moi, je pense à Toukino et Cop. Meka aussi, qui arrive à 25 ans. Je crois que l'on l'a pas trop vu. Lui, je crois qu'il avait fait un tour à Albi. Voilà, il a fait le tour à Albi. La saison dernière, il était beaucoup en national. Il était revenu avec 4, mais il n'avait pas vraiment trop joué. Peut-être que si Meka émerge cette saison aussi, ça peut être intéressant pour la troisième ligne de Castres. Puis après, pour le 5 de devant, c'est chiant, quoi. C'est chiant parce que c'est une équipe qui peut emmerder, quoi. Donc voilà, sur ça, pour moi, Castres, ça peut vraiment être une équipe qui peut surprendre cette saison, parce que je trouve que Sadourny fait un très très bon travail en dépit d'avoir pris le groupe. Je crois que c'était 8e ou 9e en janvier. Il les amène en phase finale. Alors certes, ils perdent à Toulon, mais je trouve que c'est quand même pas mal au vu du drame qui s'est produit dans cette saison d'être arrivé à ce niveau-là. Et je pense que avec un petit peu plus de paix et moins d'agitation, non pas que ce soit une mauvaise chose, parce que forcément le deuil se fait de toutes les manières différentes, mais avec ça qui s'écarte un petit peu, tout en s'en souvenant bien évidemment, mais avec cette agitation extérieure qui a pu impacter le groupe d'une manière positive ou négative, ça je sais pas, je vous avoue, j'étais pas à l'intérieur, mais moi je tends de Castres cette saison vraiment
de la chianteur, quoi. C'est vraiment une équipe chiante. Le retour du Castres qui tabasse, qui fait mal, mais qui peut aussi avoir cette polyvalence sur la beauté du jeu. Et j'espère vraiment que Castres va pouvoir le faire parce que c'est une équipe qu'on a toujours tendance à sous-estimer. Je veux pas faire partie de ceux qui les sous-estiment cette saison, ni les surestimer, mais voilà, je pense que Castres peut prendre des places cette année et on verra ce que ça donnera. Si vous voulez regarder ça, évidemment, switchez jusqu'à la fin pour voir les pronostics du classement où je les mets. On passe à Clermont. Alors là, alors un mercato correct. Moi, j'ai bien aimé la signature de Mouaroua. Ils sont allés chercher Loa aussi à Nevers, qui est intéressant. J'ai quand même beaucoup d'interrogations sur Ratouva, sur Tolofua et sur Plummer. Plummer qui est la recrue phare un petit peu de cette intersaison. Moi, je m'interroge beaucoup sur Plummer. Est-ce que tu avais vraiment besoin de ce profil d'ouvreur-là? Peut-être. Mais je reste dubitatif, comme je l'étais, un petit peu sur Enscombe, à voir ce que ça peut donner en sachant que, bon, t'as quand même 3-10 qui se barrent, enfin 2 parce que Giral jouait pas vraiment, mais Bello s'est barré, Urda Pieta, qui était vraiment un joueur très précieux aux yeux de Christophe Urios, s'est barré. Pour les autres recrues, bon, ça comble un petit peu poste pour poste les départs, etc. Voilà, Rixen qui est remplacé par Ratouva, Mfoudi qui a jamais vraiment joué de mémoire, mais quand on regarde, ouais, bon, il avait jamais vraiment joué avec Clermont. En troisième ligne, ils en ont chopé 2, ils ont pris Moaroua et Tolofua pour remplacer les départs de Lee, Atto et Fischer. Peut-être que là on est sur un déficit, mais ils ont quand même quelques autres profils qui sont intéressants. Et après, ils sont allés choper Rafi à Brive et Plummer pour pallier les départs de Urda Pieta, Bello et Giral. Après, quand on regarde l'effectif, ils ont eu quelques prolongations. Ils ont enfin eu celle de... ouais, ils l'ont pas mis là, mais celle de Baptiste Jonot qui a pris la prolongation jusqu'en 2028. Ça, c'est vraiment pas mal parce que s'il avait perdu, je pense que là, Clermont n'aurait plus vraiment été attirant. Et ça aurait aussi renforcé ce bruit parasite qui tourne autour de Christophe Urios, comme quoi c'est pas vraiment un entraîneur autour duquel les jeunes joueurs peuvent émerger. Mais après, quand tu regardes l'effectif, bon, c'est bien, hein. C'est bien. Hein. Après, t'es peut-être court. En fait, t'es peut-être... où est-ce que tu peux être court? Je regarde ce que je m'étais noté. En 10, ça peut être chiant parce que Plummer... Tom Raffi, en fait, tu sais pas s'il a le niveau top 14. C'est pas contre lui, mais c'est juste que tous les jeunes 10 qui arrivent en top 14 de Pro D2 arrivent forcément avec ce défi de faire face au top 14, etc. Et au final, ton troisième 10, je pense pas qu'ils vont compter sur Mantilla et sur Frié. Tu te retrouves avec Irae Simone, qui je crois a fait un bon match en 10 sur un match de préparation là, de Clermont, mais qui au final, sur certains matchs, c'est pas un 10, quoi. C'est un 12, intéressant dans son port du ballon. Jeu au pied, bon, pas un jeu au pied de 10 évidemment, mais voilà, moi je suis un petit peu circonspect sur la globalité de Clermont en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des effectifs intéressants, ils n'ont pas vraiment de faiblesse. J'espère qu'ils vont compter sur Yerim Fall cette saison quand même, parce que quand tu regardes, ils ont quand même, s'ils comptent que sur Raka, Jurand, Delgui et Tozin, bon, ça manque peut-être un petit peu de fougue de la jeunesse, même si on sait que ouais, toujours ce truc comme quoi autour du Rios, les jeunes se développent pas ultra bien. Mais voilà, moi j'attends de voir de Clermont cette saison vraiment. Je vais les comparer à Toulon, mais des progrès croissants. Ils finissent quoi la saison dernière? Attendez. Ils finissent quoi la saison dernière, Clermont? Ils finissent 6ème, mais oui, ils vont à Bayonne, je suis débile. Ils finissent 6ème. Si cette saison, ça se passe mal et ils finissent pas dans le top 6, pour moi, Clermont, je pense que ce sera un petit peu l'échec du staff de ne pas avoir amené ce groupe et de l'avoir amélioré en continu, parce qu'ils ont fait un top 6, c'est génial.
il faut faire mieux cette saison parce que Clermont a le potentiel. Après, moi j'ai toujours la question de est-ce que c'est là, parce que je vois beaucoup de supporters clermontois parler sur Urios, dire que c'est pas les bonnes méthodes, etc. Ça rapporte beaucoup de défaillances dans le secteur offensif. En fait, je ne sais pas trop quoi penser de Clermont, d'autant que cette saison, il va y avoir un nouveau système à mettre en place, vu que Urda Pieta s'est barré, c'était Tondis un petit peu système. Bello, qui était son second, s'est barré aussi. C'est tout un nouveau système à mettre en place autour. Enfin, en tout cas, Plummer doit s'adapter au système de jeu clermontois, mais peut-être que tu vas en mettre en place un nouveau. Est-ce que offensivement, Clermont est capable de s'améliorer? Parce qu'on sait que défensivement, bon, c'est plutôt correct. Voilà, pour moi, c'est la grosse question. Et en fait, je sais pas trop quoi penser parce que j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour du staff, les espoirs ou les attentes ou l'analyse, en tout cas, qu'on peut faire de Clermont cette saison. Et sur ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je regarde l'effectif, je suis pas choqué par quelque chose ou quoi, parce que c'est un effectif correct. De top 14, je veux dire, donc c'est pas un effectif horrible. Mais voilà, je reste sur ma faim et je vais pas me risquer à les surcoter non plus cette saison. Voilà. Donc si vous voulez être supporter clermontois et que vous voulez voir le pronostic classement, c'est à la fin. On passe au Stade Rochelais. Le Stade Rochelais qui, un petit peu comme Castres, a fait un recrutement miniature numériquement. C'est-à-dire qu'ils ont fait 4 recrues. Par contre, les profils, ils sont pas allés de main morte, quoi. Ils ont pris le Garec au Racing, ils ont pris Laguivala à Mont-de-Marsan qui a fait une très bonne saison et ils ont chopé Niashvili et Pacom pour le poste numéro 15. D'ailleurs, je suis interrogatif de si les deux joueurs vont être peut-être déplacés en ailier cette saison parce que j'ai pas Niashvili, oui, mais Pacom, j'ai pas l'impression que c'est un ailier qui peut il a joué une fois à l'aile, bon, il n'a plus joué à l'ouverture, mais voilà. Donc intéressant de voir l'utilisation de Niashvili et Pacom. Bon, on voit quand même qu'il y a eu plus de départs, hein. Ils n'ont pas remplacé d'ailleurs les départs de Paiva et Colombe. Ça peut être préjudiciable sur le long terme cette saison. Alors il y a un espoir qui s'est barré. Kerr Barlow aussi qui s'est barré, mais qui est remplacé numériquement donc par le Garec. Teddy Thomas et Brice Dulin qui se sont barrés. Ils n'ont pas remplacé vraiment Teddy Thomas au centre. Non mais c'est une connerie là. Je pensais à l'ailier, mais ils ont pris Laguivala, je pense, pour Teddy Thomas. Oui, je dis une connerie là. C'est juste l'heure du matin là. et donc on a ce petit recrutement là. Et donc on a cet effectif de La Rochelle là, où pour moi on sent encore le collet CO2LET, le piège à lapin, là, un petit peu encore serré autour du cou de cet effectif du Stade Rochelais, dans le sens où tu sens que le salary cap t'empêche quand même de te renforcer numériquement à certains postes. Voilà. Pour moi, tu sens quand même voilà, ce danger-là, notamment en troisième ligne, où je trouve que c'est pas assez. Franchement, pour moi, c'est pas assez. Alors peut-être que tu vas avoir Richer et Marché qui vont entrer dans la rotation, mais en fait, le truc, c'est que je pense à Aldrid, Boudéan et Jégou qui vont se barrer avec l'équipe de France. Et en doublon, t'auras Botia, t'auras Cancorier et t'auras Haddad, avec potentiellement D-Lane qui peut glisser en troisième latte. Sur les doublons, ça va être chiant. Franchement, en troisième ligne, sur les doublons, ça va être chiant. Pareil en neuf, le Garec va se barrer obligatoirement en équipe de France, au moins sur la tournée d'automne, parce que Lucu est blessé, t'es pas certain qu'il soit là face à l'Afrique du Sud. Tu te retrouves avec Bergeon, et derrière, tu auras peut-être Boss Morin qui se dépannera en neuf. Bon, voilà, peut-être en 10 aussi, en fonction des blessures. Astoy pourrait peut-être être rappelé en équipe de France en fonction des blessures. Bon, en fonction des recherches de profil, je sais pas. Sur ça, j'ai plusieurs interrogations, pareil, sur le poste de 15. Alors, tu as Dylan Leeds, évidemment, mais Dylan Leeds arrive à un certain âge où, voilà, c'est un petit peu comme Noël. Niashvili va, à part s'il négocie, partir avec la Géorgie.
Tu te retrouves avec Hugo Pacom qui est sur sa première saison en top 14. Donc tu peux pas lui faire porter non plus trop d'attentes. Ça peut être pénible. Du coup, en plus, si tu déplaces Leeds en 15, ça veut dire que tu as moins d'ailiers. Donc ça veut dire que tu vas compter sur Noël et Vunivalu, deux joueurs qui sont pas non plus extrêmement... comment dire exceptionnels non plus. Enfin, c'est des joueurs corrects en top 14. Mais... Donc en gros... Comme dans ces doublons-là, tu aurais Boss Morin qui se retrouverait en 9 avec Bergeon. Tu aurais peut-être Leeds qui serait dépanné en 15 pour pallier le départ en sélection de Niachvili. Tu te retrouverais aux ailes avec uniquement Boulanger, Vunivalu et Noël. Si tu enchaînes 4-5 matchs de doublons, alors je crois que c'est 4 la limite des matchs de doublons d'affilée ou 3, ça peut être casse-couille. Franchement, ça peut être chiant. Après, on sait que Jules Favre, je crois qu'il peut jouer ailier aussi, mais... Voilà, au centre aussi. J'espère que Daoni Voku pour le Stade Rochelais va vraiment être émergé, même s'il a que 20 ans, mais qui va vraiment donner une saison à la hauteur des besoins du Stade Rochelais. Mais après, voilà, même sur la première ligne aussi, il y a quand même beaucoup de jeunes. Winnie Antonio commence à se faire vieux. On l'a dit, enfin, il a dit vouloir rêver de Coupe du Monde 2027. Joueur fascinant, Antonio. C'est un des joueurs qui m'a le plus surpris sur son rendement ces dernières années. Est-ce qu'il a le coffre pour aller chercher la Coupe du Monde 2027 ? Si c'est le cas, est-ce que la stratégie ce serait pas de minimiser ses matchs en club et donc ça voudrait dire qu'à droite tu as un profil en moins. Cette saison-là, sur la première ligne, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le Stade Rochelais. Comment ils vont gérer tout ça. Sclavi, d'autant qu'il va partir en sélection lui aussi parce qu'il a un petit peu à nouveau la cote avec Conte Pomi. Donc, sur les doublons, le Stade Rochelais, je demande à voir. Franchement, je demande à voir. Et je suis plutôt sceptique. Là, encore une fois, je suis dubitatif, mais pas sur un joueur. Là, sur la globalité de la gestion du Stade Rochelais sur les doublons. Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent en prendre un petit peu plein la gueule plein la gueule. Ils peuvent perdre, on va éviter d'être trop violent non plus, mais j'ai l'impression que sur les doublons, ils peuvent perdre des points. Et même si on a vu des ambitions extrêmement hautes de la part de Grégory Aldrit, quand Aldrit et les autres ne vont pas être là sur les doublons, est-ce que le Stade Rochelais sera en mesure de tenir la barre haute ? Je demande à voir. Voilà. On passe au Loup, au Lyon Olympique Universitaire, avec un recrutement. Oh, c'est bien ce recrutement du Loup. Ils sont allés chercher Moukoro, qui est une des révélations top 14e la saison dernière avec Van, qui a marqué un nombre d'essais incalculable. Je crois que c'est 10 ou 11, je sais plus, j'ai pas envie de dire une connerie. Ils sont allés chercher Sarah Gallet à Grenoble. Ils sont allés chercher Simons à Montpellier. Là, je suis un petit peu dubitatif sur Simons parce qu'il a plus vraiment le même rendement que quand il était avec Exeter et ça s'est un petit peu descendu au fil des années. Donc à voir s'il arrive à se relancer avec Lyon. Ils sont allés chercher Massy, qui est un joueur exceptionnel, mais qui a eu des emmerdes extrasportives durant la dernière année au Fidjian droit. Donc est-ce qu'il va ramener ces emmerdes à Lyon ? Bon, on va voir si... Pour moi, Massy, joueur incroyable, hein, mais l'extra sportif, des fois, supplante le sportif. Et on ne peut rien y faire parce que ça peut être logique. Vous pouvez vous renseigner sur ce qui s'est passé, mais voilà. Wayne Nicolo, qui est peut-être la recrue, la recrue de l'intersaison, tout club confondu. Hein. Quand tu vois la forme qu'il avait sur sa dernière saison à Toulon, il a été transféré à Lyon et tu te dis, waouh. Il est parti à Lyon, alors voilà, hâte de voir ce que ça donne. Ils sont allés chercher Mathiron, ils ont repris Mathiron à Nevers et ils ont pris Gabin Laure aussi, qui est un petit peu comme l'une des révélations en 15 cette saison. Et donc, quand tu regardes numériquement, ils ont à peu près remplacé tous les départs importants, tu vois. Ils ont remplacé Taoshi Fenois, ils ont remplacé Matavesi et Charcossé, je crois qu'il y en a deux qui jouaient pas trop. Ils ont remplacé Jean de Serroux. Jean de Serroux a remplacé les départs de Lavani et Roussel. Pacheco, donc ils ont pris Simons. Pagerello, ils n'ont pas remplacé Pagerello par contre. Je crois que c'est d'ailleurs un truc chiant pour Lyon, c'est les postes courts neuf. Radradra, ils ont pris Massy. Et pour Ignazuli, là ils ont pris des ailiers et un arrière.
Et c'est à peu près tout pour les mutations à Lyon, avec quand même beaucoup de, vous le voyez, beaucoup de prolongations. Alors, au niveau de l'effectif, on va parler directement de la charnière. Ils ont deux demi-mêlée et demi. Pourquoi deux demi-mêlée? Ils ont Couillou Cassan et Alexandre Tchapchet. Encore une fois, je vous avoue que je suis... Alors, ça peut être arrangeant parfois d'avoir un ailier qui peut dépanner en neuf. Autant, des fois, la polyvalence tue le talent. Et sur ça, j'aurais préféré que Lyon, franchement, vu tout le bien que j'en pense et tout le bien qu'a fait Lyon là, en fin de saison dernière, même s'il y a eu une petite redescente. Bon, globalement, sur la saison, il était bon, mais sur la fin, ils ont quand même eu une petite redescente. Mais vu le bien que j'en pense, j'aurais aimé, pour appuyer mes propos, qu'il y ait 3 neufs. Vrais neufs. Voilà. Parce qu'en 9 et en 10, ils ont pas Dick Jackson et Léo Berdeux. Ils ont aussi Martin Méliande. Donc là, c'est pas un demi d'ouverture et demi, mais je pense que Méliande peut vraiment, au fur et à mesure de son évolution physique, devenir 10. Pour les lignes arrières, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ils ont Massim, Maracou qui a été un petit peu décrié à ses débuts à Lyon, mais qui je trouve évolue bien. Ils ont Millet, Regard qui sont des joueurs intéressants. Millet notamment qui va peut-être pas comptabiliser, mais capitaliser voilà, sur sa sélection d'équipe de France pour voilà, continuer à peut-être espérer une autre sélection avec le groupe France. Ils ont Montillonnet qui je trouvais un bon joueur. Ils ont Ivaoa Nicolo, voilà. Ils ont Dumortier. C'est quand même intéressant. Et puis pour le paquet d'avant, peut-être un petit peu court sur la première ligne. Pas le talonneur, hein, mais la première ligne. Ils sont à 6 joueurs. Je ne sais pas si Malo joue beaucoup, mais je pense pas. Voilà, il a fait un match. Donc peut-être qu'il y aura plus de matchs. Mais voilà, 6 joueurs pour la troisième ligne. Bon, c'est pas que ça m'inquiète, mais je vous avoue que sur les premières lignes, en général, quand on a 8, c'est mieux. ça peut faire beaucoup, hein, parce que tu te dis oui, mais t'as 3, etc. C'est un petit peu comme en sélection, quand t'as 3 piliers gauche, 3 piliers droit, oui, mais sur une saison, première ligne, il douille quand même pas mal. Et donc sur ça, je suis toujours un petit peu plus rassuré quand le club dont je loue le beau rugby a un peu plus de profondeur. Après, au pilier, enfin au talonneur, bon... Chat qui a fait une renaissance, Marchand qui reste intéressant, Sarah Gallet qui sont allés chercher à Grenoble, on en a parlé. Pour la deuxième ligne, bon, on peut se dire que peut-être que c'est court vu qu'ils en ont que 4, mais All Rugby a mis, comment il s'appelle, Théo William en troisième ligne, donc bon, c'est pas vraiment 4. C'est plutôt 5 là. Je crois qu'il y a Bartholomé Sanson aussi qui il a fait les U20 lui, mais qui pourrait peut-être émerger sur cette saison en deuxième ligne aussi. Donc ça peut être peut-être intéressant de regarder Bartholomé Sanson. Après pour la troisième ligne, bon bah, c'est la foire quoi. C'est franchement t'as une différence de profil à Lyon que je trouve vraiment super intéressante. En plus peut-être avec l'émergence, tu comptes aussi sur Antoine Deliance qui a été un très très bon joueur de U20. Lilian Barré, peut-être encore un peu jeune, hein, Lilian Barré, mais dont j'entends le plus grand bien. Et donc on a cet effectif-là lyonnais où, sous la gouverne de... Putain, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de cet ex-entraîneur du 15 de France qui est passé par le Stade français. Et je m'en veux de pas souvenir de ça. Alors, je vais chercher entraîneur Lyon, ça va me faire passer pour un con. Mais j'ai oublié son nom et c'est ce qui arrive à 3h du matin. Lou Rugby. Alors, non, c'est pas Xavier Garbajosa, c'est Karim Ghezal. Voilà, Karim Ghezal, qui, depuis qu'il est revenu à Lyon, on a fait quelque chose d'intéressant, hein, franchement. Et je trouve un petit peu dans la même logique que Sadourny, avec la pré-saison entière pour vraiment mettre en place tes dispositions sur le plan de jeu. Je trouve que Lyon a peut-être les moyens de rêver d'un top 6. Après, il y a toujours les petits points faibles dont j'ai parlé, peut-être la première ligne un peu courte, le demi de mêlée. On verra comment ça se déroulera et s'ils prennent surtout un joueur supplémentaire en 9 ou alors s'ils comptent vraiment sur Alexandre Tchapchet en demi de mêlée et donc Martin Méliande le positionner vraiment en 15 ou alors vraiment compter que sur Gabin Laure et compter sur Vincent Rattez en tant que 15. Enfin, il y a plein de possibilités et sur ça, on verra sur la saison de Lyon. Mais j'ai l'impression que Lyon peut faire une saison intéressante. Voilà. Pour ensuite le MHR.
Recrutement fast, on va dire, ils sont à 12 recrues. Il y a des profils que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai des profils que... Voilà. Adam Bird, pour moi, c'est un petit peu du même calibre pour les supporters qui connaissent le deuxième ligne du Racing 92, gallois. J'ai oublié son nom aussi. C'est pas le moment là de perdre les noms Gauthier, franchement. C'est pas Adam Bird, c'est Will Rollands, voilà. Will Rollands, qui pour moi, c'est un petit peu le même style de demi-mêlée, de deuxième ligne qu'il peut apporter. Adam Bird, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ils sont allés chercher au Ospreys. Un joueur qui peut vraiment apporter beaucoup à Montpellier, notamment en touche, mais aussi dans le combat, parce que c'est un porteur de ballon qui peut être intéressant. Ils ont repris Massibaka à Soyaux-Angoulême, maintenant qu'il est convoqué avec l'Écosse, qu'il a vraiment mûri, que c'est devenu un joueur super intéressant. Gleason, ils sont allés chercher Waratahs, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Ils ont pris Ali Price, qui pour moi est une interrogation, parce que je sais pas trop quoi vraiment en penser. Anyan Wood, que j'aime beaucoup, au Harlequins, ils sont allés le chercher aussi. Picardo, pareil, c'est un très très gros prospect de l'Argentine. D'ailleurs, il est avec l'Argentine sur le Rugby Championship, là. Alors, je que Karl Martin, je connais pas bien. Taofi Fenoua, qui peut peut-être se relancer à Montpellier, là aussi c'est une interrogation, au même titre, mais pas aux mêmes arguments que Ali Price. Et Tom Banks, il est annoncé comme une grosse recrue. Je suis un petit peu sceptique parce que c'est pas un hasard si c'est Tom Wright en 15 en Australie en ce moment et pas Tom Banks. Donc sur ça, interrogation. Ouais, donc les 3 interrogations, vous les avez, un Banks, Taofi Fenoua, Ali Price. Après, pour ce qui est de l'effectif, quand je reprends mes notes, parce que je vous avoue que si j'analyse en direct devant vous, ça peut prendre un petit peu de temps, donc je me suis fait des notes. Il n'y a pas de poste court. Quand on regarde l'effectif, il n'y a pas de poste court. Ils ont plusieurs piliers. Ils ont 3 talonneurs, plus Liam Akrab derrière qui arrive, qui commence à faire des feuilles de match. Deuxième ligne, donc, tu as Adam Bird, que j'ai annoncé, voilà. Du guide aussi, pareil, ça qui fait partie de ces joueurs qui ont été sélectionnés par le 15 de France et qui peuvent peut-être capitaliser sur cette sélection et encore hausser le curseur de leur niveau de jeu. Troisième ligne, c'est plutôt pas mal. Peut-être 1 ou 2 joueurs en plus, ça aurait été sympa, mais bon, s'ils font jouer Faré et Sissako derrière, bon, ça peut être peut-être voilà, faire le nombre. Pour la mêlée, bon, ils ont Ali Price, Colli, Bernadette, ça va. 3-10 aussi avec Reus, ça va. Sur les centres, là, franchement, par contre, j'en attends beaucoup des centres de Montpellier cette saison. Agnanou, j'en attends beaucoup. Picardo, j'en attends beaucoup. Cado, qui est un joueur que je trouve un petit peu sous-coté, j'aime beaucoup. Vincent aussi, qui, bon, on le connaît tous, je vais pas le complimenter trop non plus, mais j'aime beaucoup la diversité des profils des centres à Montpellier. Et donc j'en attends beaucoup. Après, sur les ailes, peut-être qu'on est un peu court. Après, on sait qu'Arthur Vincent peut jouer à ses ailes, mais Madoche Tamboué, pareil, il a fait le choix finalement de rester à Montpellier. J'espère qu'il va être meilleur que la saison dernière parce qu'il a été un petit peu invisible malgré tout. Ngandébé, que j'aime beaucoup. Taofi Fenoua qui vient pour se relancer. Maël Moustin qui, je pense, va avoir la dalle d'enfoiré parce qu'il a manqué cette putain de tournée en Nouvelle-Zélande et que je pense que ça l'a fait beaucoup chier. Et derrière, donc, Hogg et Banks qui vont alterner sur ce poste de numéro 15. C'est un poste, voilà, c'est un effectif intéressant pour Montpellier. La question maintenant, c'est de savoir si est-ce qu'ils font partie de ces équipes qui vont avoir des progrès en continu. La saison dernière, ils finissent, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils finissent 9e la saison dernière. Est-ce que... je ne peux pas vous montrer ce que je regarde parce que c'est le visuel que je vous présente à la fin. Mais est-ce que Montpellier peut faire mieux que la 9e place cette saison en sachant d'où ils viennent? Barrage, 9e place. Ils stagnent ou ils montent? On verra ça la saison prochaine. Mais intéressant par contre. Vraiment, le bilan total, c'est intéressant ce que fait Montpellier. En dépit des polémiques à juste titre qu'il y a pu avoir ces dernières années, vu que maintenant elles se sont un petit peu calmées, elles ont toujours lieu d'être, mais ils ont un peu moins le feu au cul sur ce secteur-là. Et Dieu sait que je pense qu'ils en avaient besoin, mais on verra ce que ça donnera cette saison. Paris, j'ai vu les supporters sur les réseaux sociaux pester contre les pronostics de classement, les nombreux pronostics de classement qui les voient tous
tous. Même, je crois, le sondage des entraîneurs du Midi Olympique les voit aussi sur la 13e place. Ils les voient tous 13e, quoi. Et j'ai vu ça, mais en fait, il y a un moment, il faut savoir reconnaître ses torts aussi. Les signes au Stade Français, ils sont pas bons. Ça fait plusieurs années qu'il y a des sources ou des joueurs ou des supporters qui disent que le club est géré non pas comme un club, mais comme une entreprise, et que ce qui est fait là-bas, c'est pas bien, et qu'il y a certaines personnes qui prennent trop de liberté et qui s'en foutent des résultats sportifs parce qu'ils voient le club un petit peu comme un tiroir à fric. Bon, c'est pour ça que moi aussi, je les vois pas forcément haut cette saison. Ils ont des transferts qui sont bien. Moi, je ne pardonnerai pas de perdre Gigi Van der Mesch, je vous avoue, parce que c'est un joueur que j'adorais. Mais voilà, ils ont 4 départs. Bon, Costa Storti qui a jamais émergé, où tu te demandes comment c'est possible. Ne même pas leur donner sa chance. Ils ont donc Van der Mesch qui est parti, Petriashvili qui est parti à Nevers, Gomez Codella qui est parti en retraite. En contrepartie, ils ont pris Paiva à La Rochelle. Interrogation à mon sens. Kerr Barlow à La Rochelle. C'est pas une interrogation, mais vraiment je demande à voir. Vili qui pour moi pourrait peut-être trouver son confort dans ce club-là, où j'aimerais bien en fait voir Vili à côté du capitaine. Putain, je me souviens plus des noms, c'est terrible. J'aimerais bien voir Vili à côté de Ward, je vous avoue, et peut-être aussi à côté de Delbouy, ou alors s'il est utilisé en 12, ouais, avoir peut-être un truc Delbouy, Vili, ça pourrait être intéressant. Mais donc après, pour les transferts, ils ont repris Néné à Dax, qui j'espère va percer, parce que je vous avoue que ça me ferait chier s'il fait une saison de merde après toutes les bonnes choses qu'il a fait à Dax. Et on arrive sur ces 4 recrues-là, ils sont pas allés non plus dans la dépense, le Stade Français. Et on arrive donc sur cet effectif-là, où il y a quelques faiblesses à mon sens. La première ligne notamment. Alors je sais pas s'ils ont déjà fait jouer Assis. Ils l'ont fait jouer une fois 17 minutes en déplacement aux Bulls. Voilà. Il leur manque peut-être 2 ou 3 joueurs sur les piliers. Bon, je crois ils ont Kofi aussi quand même qui a joué quelques matchs. Kofi qui peut dépanner. Bon, ils sont à 6 joueurs véritables, on peut dire, sur la première ligne qui ont vraiment passé le cap de cette situation. En général, tu joues la Challenge Cup et les matchs à l'extérieur où tu fais tourner. Moi j'aime bien Alvaro Garcia au talon. Ils ont Pérez Blanc que j'aime beaucoup aussi, mais qui doit encore progresser pour la régularité. Nico Terra aussi, qui va faire défaut parce que s'il est convoqué avec l'Italie, il va partir et tu te retrouveras avec Pérez Blanc et Garcia. Gabria, Galaifonua, Pesanti, Azago et Touranga Koke derrière. C'est plutôt pas mal là sur la deuxième ligne, j'aime bien. Pour la troisième ligne, c'est pas mal non plus la troisième ligne quand on regarde. Après, c'est toujours ce problème du stade français. C'est quelle troisième ligne va être titulaire cette saison et va te donner 100%, quoi. Parce que ça a été un défaut au stade français cette saison. Que peu importe les troisièmes lignes qu'il y avait, il n'y avait jamais vraiment de régularité. On a vu des très bons matchs de Irigoyen, on a vu des très bons matchs de Briat. Tanga a peut-être laissé à désirer. Makalou manque peut-être de régularité. Mapou, j'avoue que je crois que je l'ai rarement vu avec Northampton de mémoire. Il joue pas vraiment à Northampton, quoi. Donc, tu vois, tu te poses la question quand même. Et en plus, il est avec les Samoa pour la Pacific Nations Cup, qui est qualificative pour la Coupe du Monde. Donc, on risque pas de le revoir avant au moins qu'à la fin du mois de septembre. Voilà, sur ça, la troisième ligne, c'est intéressant, mais je demande à voir quelle équation va choisir Gustard. Ensuite, pour le reste, bon, les 9, ça devrait aller. Hein. Ils ont Carbarlo, Weber, ils ont Abadi, ils ont Motassi et Bloom qui ont déjà joué en première. Zach Henry, Carbonel, Foursan-Bourdette. Encore une fois, qui sera le grand 10 qui émergera de la saison du Stade français et qui répondra aux attentes que t'attends d'un 10 du Stade français? Je me pose la question. Après, pour le triangle arrière, j'aime bien. Hein. Mais ce qui est chiant avec le triangle arrière, un triangle arrière excellent, c'est que si le paquet d'avant est pas bon, et si la charnière est pas bonne, tu vas pas y arriver. Donc sur ça,
Le Stade Français, je suis au regret de dire que j'ai pas de véritable signe qui me permet de les mettre plus haut que je ne les vois. Il n'y a pas de signe, c'est-à-dire on a parlé de ce qui se passe dans la direction du club. Je suis désolé, mais moi je vois pas d'argument qui me ferait penser à une saison correcte, régulière, et ça c'est un petit peu extérieur, mais qui est essentiel pour moi, avec du rugby cohérent. Voilà. C'est ce que je vais dire sur le Stade Français, on verra ce que ça donnera. Et je suis désolé pour les supporters qui peut-être n'auront ras le cul d'entendre qu'on les voit finir dernier ou avant-dernier. Faut se bouger. On verra ce que ça donnera pour le Stade Français. La section paloise, alors eux aussi font partie des équipes qui ont pas énormément recruté, mais qui ont plutôt bien recruté, et notamment, à mon sens, Montoya, qui est une des recrues de l'intersaison. Ils sont allés le choper à Leicester, et quand on voit son engagement en sélection, moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dans un club qui peut taper plus haut que leur catégorie. C'est-à-dire qu'on a vu la saison dernière Pau qui avait énormément de difficultés dans le recrutement, dans les blessures, pardon, recrutement, qu'est-ce que je dis ? Dans les blessures, beaucoup de blessures, troisième ligne, ça a été chiant toute la saison pour Pau, et au final, ça leur a un petit peu plombé la saison, et ils ont fini 9 ou 10e, je crois, dans ces eaux-là. Et donc ça a été une saison au final décevante. Là, j'avais ce sentiment, moi, qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de recruter, Pau, parce qu'ils avaient déjà un effectif intéressant, mais que les blessures avaient plombé cette espèce d'harmonie que tu avais essayé de créer. Donc au final, ils ont perdu deux talonneurs, bon, Rufnak et Jous, que tu remplaces par Montoya et El Bibouji, qui je ne sais pas s'il va jouer, mais je demande à voir. Ils ont perdu deux piliers qu'ils ont remplacés par Laclaya, qui, à mon sens, vient pour... Pour moi, ça peut être un tournant pour Laclaya, parce que s'il se relance à Pau, il peut potentiellement relancer ce débat du pilier droit en équipe de France, en sachant que tu vas avoir une saison, un début de saison en tout cas, où il n'y a pas Tatafou. Il n'y a pas Tatafou. Alors évidemment, il y a Aldeguerri, tous les joueurs, etc., Antonio, mais je trouve que la blessure de Tatafou ouvre peut-être des perspectives, et s'il fait un premier bloc de 8 journées intéressantes avec Pau, ça peut être peut-être une porte ouverte pour le reste, en tout cas la tournée d'automne. Et ensuite, Facundo Issa en troisième ligne, 31 ans. Alors je vous avoue que j'ai vu son âge, je me suis demandé si All Rugby n'était pas buggé, mais non, il a bien 31 ans, j'avoue qu'il en faisait 35. Enfin, je le vois tellement au haut niveau depuis longtemps que je me disais, mais ce mec-là va prendre sa retraite ou quoi. Non, il repart pour un nouveau défi à Pau, et il a que 31 ans, donc il a vraiment... Quand tu le voyais la saison dernière avec Toulon, j'aimais bien, moi, Facundo Issa, et je me demandais pourquoi il est parti, en fait, et du coup... Bon, ils ont récupéré Facundo Issa, et c'est plutôt intéressant, parce que sur l'effectif, quand tu regardes, en fait, le seul truc ou le seul poste où à la limite je m'inquiète un peu, c'est potentiellement l'aile, si il n'utilise pas Butelin et Grégoire Arfeuil, parce que si Grégoire Arfeuil il le laisse repartir en équipe de France A7, je trouve ça à la limite peut-être un peu court sur ce triangle arrière là. Donc ils ont aussi Aymeric Luc qui peut jouer à l'aile, etc. Maddox aussi, mais c'est vraiment à la limite le poste un petit peu court à Pau, c'est ce triangle arrière là. Mais après, ça reste intéressant. Ils ont Broboré qui émerge, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière et que j'adore voir associé, que j'ai adoré voir associé avec Gaëton, mais que je vais à nouveau adorer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La saison prochaine. Pour le 10, bon, ils ont Simons, ils ont Mondina, ils ont Desperes. Ils n'ont pas vraiment besoin d'autres trucs. Ils ont Dan Robson et Dobania. Moi j'aime beaucoup. Ils ont Souverbi. Elissa, je me posais la question, est-ce qu'il avait déjà joué la saison dernière? Non, il n'a pas joué la saison dernière, mais ça pourrait être intéressant de le voir faire quelques matchs cette saison. Et pour le paquet d'avant, c'est un peu comme Castres, Pau, c'est chiant à les voir affronter. Enfin, à les affronter parce que ils ont vraiment des joueurs, notamment sur la deuxième et la troisième ligne, quand ils sont pas blessés. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, notamment Carwin Tupoloto qui arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, mais qui vraiment est un super joueur.
Et voilà, j'ai hâte de voir ce paquet d'avant qui paye pas de mine sur une feuille de match parce que bon, il y a toujours un petit peu ce délit de non-popularité qui fait que quand tu as un Stade Toulousain Pau, tu t'astiques un petit peu plus sur les noms que tu as sur le paquet d'avant toulousain que sur le paquet d'avant palois. Mais j'aime beaucoup moi l'harmonie qu'il y a dans ce paquet d'avant. Et Pau a vraiment cette. Je sais pas trop comment le mettre en mots, mais ils ont un collectif qui est vraiment, je pense, assez redoutable sur ce paquet d'avant. Et non pas que les arrières n'en ont pas, mais sur le paquet d'avant, c'est un petit peu plus important, le collectif. Et je pense qu'ils l'ont, cet aspect collectif-là, et ça peut-être les amener un petit peu plus haut que la saison dernière, où les blessures les ont plombés. Donc voilà, s'il n'y a pas de blessure cette saison à Pau et que, et que le médecin a une bonne éponge et un bon seau d'eau, Pau, ça peut être un des comment dire, peut-être un des scénarios box-office de cette saison de top 14. Voilà. On passe à Perpignan. Je le dis direct. Je pense que Perpignan peut comment dire, juste parce que je me suis noté les arguments. Je pense que ça peut cliquer. Je pense que cette saison à Perpignan, ça peut cliquer et que la fin de saison dernière était peut-être un accident, mais que le recrutement est fait pour que ça clique. C'est-à-dire que Sama Malolo, moi, c'est un pilier que j'adore, que j'ai adoré avec les Samoa, qui peuvent vraiment t'apporter énormément à Perpignan, surtout que bon, c'est un Samoan, et on sait que la colonie Samoan, en général, les Samoans de Perpignan sont assez bien accueillis là-bas, donc ça te met tout de suite à l'aise, t'as pas le mal du pays, etc. Diaby, pour l'expérience, ça peut être intéressant. Je sais pas s'il sera titulaire, mais voilà. Yato, interrogation, parce que je sais pas si au niveau du rythme, du physique, des blessures, etc., il peut vraiment apporter énormément de choses à Perpignan, donc interrogation. Richie, Perpignan l'a recruté au meilleur moment. Franchement, le mec vient de se relancer, il était un petit peu décrié au pays pour son manque de régularité. Il perd le capitanat de la sélection écossaise parce qu'il est constamment critiqué pour son manque de régularité et son manque d'efficacité. Sur le dernier 6 Nations, il se rebiffe, il fait un 6 Nations exceptionnel, il part à Perpignan. Perpignan récupère un 3e ligne en pleine bourre. Ils ont aussi chopé le Corvec à Toulon, que j'entends beaucoup de bien de la part des Toulonnais. Ils ont récupéré Teder, qui connaît la maison au Racing, ça c'est pas mal. Payawa, interrogation. Et Jordan Petaya, qui est la surprise du chef en dernière minute, pour combler un petit peu ce manque, parce qu'on va en parler. Alors ils ont perdu quand même des joueurs. Maori est reparti, La Boutelet est allé à Grenoble. Brazo a arrêté, Bachelier est parti à Narbonne, Faasso est parti à Trévise. Alors j'ai failli dire Anthony Boutier, mais c'est pas le bon club méditerranéen, mais voilà. Delpi est parti à Colomiers, qui avait été prêté par Toulouse, etc. Ils ont perdu Nakalevou, ils ont perdu Barak, ils ont perdu Dupichot, ils ont perdu Crossdale. Crossdale, ça fait peut-être un peu chier. Mais en tout cas, ils n'ont pas perdu de gros éléments dans le jeu, en tout cas, à Perpignan. Et quand tu regardes l'effectif, c'est bien. Franchement, c'est bien. Hein, c'est bien ce que fait Perpignan au niveau de l'effectif. Le seul truc que j'avais dit où Petaya, c'est intéressant parce qu'à mon sens, il manquait peut-être un ailier dans cet effectif-là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont cette polyvalence désormais avec Duguivalou qui peut jouer ailier centre, mais plus centre. Et ils ont Petaya qui peut jouer centre ailier, mais peut-être plus ailier, mais avec quand même ce savoir-faire de centre en numéro 13, en sachant que tu as De La Fuente qui est vraiment le 12 de Perpignan. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec Petaya notamment, voir comment il peut s'adapter. Alors pas tout de suite parce qu'il a une blessure à soigner, mais on le verra probablement en début d'automne. Et donc après pour le reste, j'ai hâte de voir Ocagne aussi après le drame qu'il y a eu la saison dernière avec sa main, il a failli perdre son pouce. Alors c'est assez graphique, mais quand il s'est coincé, alors je me souviens plus de comment c'était passé, mais en gros il s'était fait écraser la main par des poids et l'os était la seule chose qui reliait son doigt à sa main, et enfin ça avait été absolument horrible apparemment selon le récit, mais ça avait été vraiment une grosse frayeur pour lui. Il a surmonté ça, il revient avec Perpignan. Je crois qu'il s'est blessé, par contre on le verra pas pendant les premières semaines. Mais en tout cas, voilà. Après, on a en neuf, apparemment, ça voulait se débarrasser d'Aprasidze. Enfin, ça voulait jouer sans Aprasidze. Je pense que c'était aussi lié à la potentialité de prendre Colli, parce qu'il y avait ces rumeurs de Colli qui partait de Montpellier à Perpignan pour au final signer à Bayonne. Bon, c'est le jeu des transferts, moi j'aime pas ça. Donc voilà, on garde Aprasidze finalement, donc ça nous donne 3 demi-mêlées
expérimentés pour le paquet d'avant, comme Perpignan, Pau et Castres. C'est chiant, hein. C'est casse-couille Perpignan à jouer. Alors, c'est pas des brutes épaisses, mais c'est des joueurs qui sont vraiment durs au mal, chiants. Ils ont vraiment de l'expérience. Quatre piliers qui sont au-dessus de 30 ans. Deveau qui est plutôt pas mal. Beria qui est en pleine bourre. Boyer-Galardio aussi qui est vraiment pas mal avec les U20. Moi j'aime beaucoup Twilaghi qui continue son chemin sur le progrès en deuxième ligne. C'est super intéressant. En troisième ligne, donc ils ont récupéré de l'expérience avec Diaby. Ils ont pris Yato, Ricci, etc. La troisième ligne, c'est pas un problème quand tu regardes. Je trouve que l'effectif est plutôt pas mal. L'effectif est plutôt pas mal de Perpignan. Et je pense que je vais faire partie de ceux qui vont peut-être un petit peu les surcoter. Alors ça peut être péjoratif ce terme, mais je pense que Perpignan peut vraiment surmonter, alors c'est pas un traumatisme, mais surmonter cette épreuve d'avoir été barragiste et d'avoir un petit peu eu la peur au ventre jusqu'à la dernière seconde. Et je pense qu'ils peuvent vraiment avoir cette espèce de rebond, de clic dans l'effectif où tu te dis, cette année les gars, on ne joue pas les putains de barrages. Et je pense que sur ce plan-là, Perpignan peut réussir à mentalement cliquer. Et alors peut-être qu'ils vont pas jouer le top 6, hein, mais je pense qu'ils peuvent vraiment s'éloigner assez rapidement, en tout cas au fur et à mesure des journées, de cette zone rouge. Et redevenir un club où à domicile c'est imprenable et où à l'extérieur ça peut créer des coups. À voir en fonction des doublons et en fonction du calendrier, des profils, etc. Ensuite, on va passer au Racing 92. Alors, Racing 92, est-ce que ce serait pas une saison de transition? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu cette espèce de double, de double enfer, là, de double traumatisme Farrell-Colissi, qui fait carrément changer la politique de recrutement du club, ou en tout cas, c'est ce que dit le président. Est-ce que ce sera le cas? Bon, ils ont quand même pris Tupou, hein. Ils l'ont pas pris à 2,50 €. Donc, est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'on est vraiment sur... est-ce qu'on va vraiment prendre la mesure du changement de mentalité voulu? Est-ce qu'on va vraiment repartir sur un rugby... alors, ça fait un petit peu bizarre, mais... un rugby des territoires avec des jeunes joueurs formés, des Français que tu vas peut-être choper ailleurs, mais voilà. Déjà, le recrutement, bon. Quand tu vois l'interview de Lorenzetti où il dit que Joey Manu, il voulait pas et que c'était un recrutement de Lancaster, qu'au final, on est plutôt satisfait, je pense que c'est un peu du damage control, mais Manu, c'est une interrogation. Ravuta Omada, ça en est pas une. Ravuta Omada, ça en est pas une, tête sur l'adaptation. En tout cas, peut-être sur l'extra sportif, Ravuta Omada, les Iliens, on sait que parfois c'est un petit peu compliqué les premiers mois, surtout à Paris, parce que tu passes de tout à rien. Sun, moi, j'aime beaucoup. Franchement, ils sont allés le recruter à Aurillac à prix d'or. Prix Chiantelli, pas mal. Franchement, pas mal. Le recrutement, je m'y attendais pas. Moi, j'aimais bien Prix Chiantelli aux Zèbres la saison dernière. Alors, je vais pas faire le Jean-Michel Scout, mais j'avais regardé des matchs des Zèbres la saison dernière et Prix Chiantelli avait été pas mal. Et je me souvenais de son nom. Et quand je l'ai vu, le Racing le recruter, je me suis dit, putain, c'est pas mal. Alors, Carbonneau, il va avoir un cap à passer, donc c'est une interrogation, mais c'est une interrogation avec des attentes positives. Voilà. Ils ont pris Hughes. J'ai vu l'info passer. Je m'y attendais pas. Franchement, je sais pas comment réagir à cette recrue, parce que Nathan Hughes, honnêtement, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Tagivalou, ça peut être intéressant. Leno, Johnny Hill, Tupou, on va en reparler, mais Nathan Hughes, ah ouais. Non, mais vraiment, tu vas chercher ce profil-là au Japon. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il y est. Vous voyez, je vais pas mentir, Nathan Hughes, ça fait 3 saisons. 3 saisons qu'il y est. Il avait été à Bristol et Bath avant. Il avait été plutôt moyen de ce que je me souviens. Il va faire 3 saisons au Japon, dont la dernière où il fait pas vraiment de temps de jeu. Merci au rugby d'ailleurs des stats, parce que là il en fait 1000, mais là 800. Et la dernière 267, ce qui est pas incroyable. 5 matchs. Bon.
Je sais pas quoi en penser, voilà. Je vous avoue que je sais pas quoi en penser. Bon, évidemment, tu as des départs qui font mal. Le Garec, notamment, ils perdent Woki, Palu, la Claya. Bon, voilà. La triple perte d'ouvreurs aussi. Ils avaient besoin vraiment du Gosson, hein, parce que ça aurait été chiant. Chavancy qui part à la retraite. Ça, c'est chiant pour le collectif, etc. Le Reître, il part, je sais pas où. Arundel, bon, ça te libère quelques dizaines, voire milliers d'euros sur le salary cap. Mais ça donne un effectif. Comment dire? C'est intéressant, mais pour moi, ça va être une saison de transition, quoi. Parce que déjà, à la mêlée, alors on peut dire tout ce qu'on veut. Ouais, nous, on veut se reconcentrer sur les jeunes joueurs français, etc. Se pointer en top 14 avec 3 joueurs à la mêlée, dont un qui a 18 ans, que tu vas probablement pas faire jouer. Donc tu as Labarbe et Carbonneau qui vont assurer, avec Gibert qui peut à la limite dépanner, mais avec Prisciantelli qui est en Argentine, qui est sélectionné. Donc au début de saison, je pense que ça va faire 2-2. Avec Gibert et Sun qui vont être fixés sur le 10 et Labarbe et Carbonneau qui vont être fixés sur le 9. J'espère vraiment que aucun des 4 joueurs que j'ai cités va se péter. Alors évidemment, tu as Spring qui peut dépanner aussi. Mais alors vraiment, je prie pour le Racing pour que aucun de ces 4 joueurs ne se pète. Parce que ça peut vraiment être chiant. Parce que derrière, t'as pas vraiment les profils qui peuvent dépanner en 10 ou en 9. Quand on a cité Spring, moi j'en vois pas Ravuta Omada en 10. J'en vois pas non plus Sam James, ou Joey Banu, ou Joshua Tuisova. Alors, moi, je me posais la question en faisant ces scénarios dans ma tête avant le début de la vidéo. En vrai, Gaël Ficou en 10, oui, ça peut dépanner à la limite, mais j'en viens à penser à ce genre de truc où tu dis, putain, mais le Racing s'est foutu un petit peu dans une merde tout seul avec ce recrutement, où au final, t'as pas de 10, enfin, t'as pas de 9, vraiment. T'as pas le nombre en 9, t'as peut-être pas le nombre en 10 pour le moment. Voilà, le Racing, ouais, non, mais après, c'est un recrutement intéressant. Moi, je suis franchement un gros fan de Feletti Kaitou qui est arrivé sur la pointe des pieds lui aussi en tant que joker médical, je crois, qui s'est révélé comme un des meilleurs joueurs de la saison dernière alors que le club était au bord du précipice. Après, voilà, le Racing, pour moi, ça va être une saison de transition. Je pense qu'on va avoir du très beau jeu à l'Arena. Avec des joueurs comme Ravuta Omada, comme Abossi, comme Tuisova, comme voilà, les Fidjiens qui peuvent vraiment adorer ce profil de terrain-là. Après, je vous avoue que sur le long terme, je vois pas forcément le Racing disputer à nouveau le top 6 cette saison. Voilà, je vais être honnête. Moi, j'aimerais bien voir quand même l'émergence de Jabé Njok, que j'ai adoré avec les U1. Mais après... Zinzen aussi, peut-être un peu plus de Zinzen, moi j'aimerais bien, même s'il a beaucoup de concurrence. Mais voilà, à voir, parce que là, le Racing, il n'y a pas non plus, alors ça fait un parallèle Racing Stade Français, mais il n'y a pas vraiment les signes non plus du renouveau attendu pour aller chercher un top 6. Voilà, donc je me pose la question de est-ce que le Racing ce serait pas encore une fois en dehors du top 10. On passe au RCT. Je vais être assez rapide sur le RCT. J'ai pas vraiment d'objectif immense à leur égard, si ce n'est plus de progrès. Plus de progrès en attaque, plus de patience, plus d'efficacité, plus d'intelligence rugbystique, tout simplement. Parce que le RCT, avec Mignoni, que j'ai longtemps critiqué à Lyon, où je pensais que ses méthodes de management n'étaient pas les plus optimales, c'est beaucoup remis en question de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. C'est beaucoup remis en question et ça donne cette méthode de management qui, à mon sens, fonctionne à Toulon. Alors il y a eu quelques dérapages, hein, on se souvient forcément de l'histoire de la clope, du coin clope ou je sais pas quoi, avec les propos violents à l'égard d'un journaliste. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors il y a évidemment les départs de Wainikolo et Fainganuku qui vont être chiants à pallier, donc là ça va être la grosse interrogation à mon sens de voir comment tu pallies le départ de Fainganuku et Wainikolo qui t'a débloqué quand même pas mal de situations l'année dernière. Après, pour les autres départs, bon, Bigard, pour moi, c'est la meilleure nouvelle pour les Toulonnais, hein, parce que tu t'économises 900 000 euros. Pour le rendement, c'est pas mal. Et pour les autres recrues, bon, c'est des recrues intéressantes. Je me pose la question, pour moi, Mercier, ça va être une interrogation. Pourquoi ? Parce qu'une fois avec Montpellier, ça a marché. 2 fois avec Toulon, à voir.
À voir. Je demande à voir pour Mercer. Je demande à voir. Il est censé remplacer Facundo Isa numériquement. À voir s'il reproduit la même chose qu'à Montpellier. Ensuite, le bail est parti au Racing. Non, ils ont pris le bail au Racing. Non, mais je sais plus ce que je lis. Ils ont pris Matteo Garcia à Bordeaux. Ça, c'est pas mal. Ils ont pris Ignacio Brex. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être pas la recrue que j'aurais fait au centre. Si j'avais dû choisir entre deux centres italiens. Et ils ont pris Mathis Ferté à Brive. Ce qui est plutôt un recrutement correct. Et ils ont pris Twifua aussi, qu'on va noter. Twifua en 3e ligne, qui peut être pas mal. Beaucoup de prolongations également. Bon, je ne vais pas les citer non plus, mais ça donne cet effectif-là. Où peut-être un peu court sur les premières lignes. Après, il y a... En fait, c'est à gauche où ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que... je sais pas pourquoi. Moi, je suis toujours un fan de Dani Priso en équipe de France. Je sais que les Toulonnais le militent beaucoup, mais moi aussi, je milite pour Dani Priso en équipe de France parce que je trouve qu'il est vraiment à l'âge de maturité où il peut apporter beaucoup à l'équipe de France à gauche, en sachant que Bas, il y a quelques pépins physiques. Bon, il les a réglés, mais on sait que voilà, il commence à vieillir et donc au cas où. J'aime bien, moi, Dani Priso. Et s'il part en équipe de France avec Jean-Baptiste Gros, bon, ça peut être chiant. Donc voilà, peut-être à la limite, peut-être l'émergence de Sorindo, peut-être de Jean-Christophe, c'est de U20 qui avait été plutôt intéressant. Donc à voir sur la première ligne si il va falloir prendre un joker ou un joueur supplémentaire pour Toulon. Après, bon, ils ont 4 talonneurs. Ça va être chiant, par contre, s'ils se répètent des talonneurs comme la saison dernière où tu finis avec Damon sur le banc en demi-finale. Mais Damon, joueur intéressant, hein. C'est juste qu'il avait été jeté sous les projecteurs et tu te dis, mais le pauvre, c'est pas le pauvre, il a dû être super content de jouer une demi-finale top 14, mais forcément, pour un jeune joueur, ça peut peut-être parfois être dur de tout donner sur ces moments-là parce que tu es tellement excité que voilà. Pour la deuxième ligne, c'est pas mal. On va continuer à compter sur l'émergence de Corentin Mézou que j'adore de plus en plus. Franchement, j'adore de plus en plus. Alagahu aussi, alors ça, c'est pas l'émergence, mais c'est le renforcement du niveau parce que quand tu écoutes les Toulonnais en interview, hein, qu'importe le média écrit, tout le monde te dit putain, Mathias Alagahu est le futur numéro 4 du 15 de France, ou en tout cas, c'est un futur deuxième ligne du 15 de France. Et donc pareil, j'attends ça, je veux voir Mathias Alagahu, pourquoi il est en équipe, pourquoi il pourrait être en équipe de France. Parce que je pense qu'il peut le faire, mais encore une fois, les progrès, il travaille, etc. À voir. Pour la troisième ligne, bon, moi j'ai hâte de voir comment il gère le cas Joé Kéré Karaba. Parce que s'il le renvoie en équipe de France à 7, bon, t'es peut-être un petit peu court sur la troisième ligne. À la limite. Après, je sais pas si tu peux pas décaler Alagahu à la limite pour certains matchs en troisième latte. Bon, peut-être pas le meilleur truc si tu veux le faire progresser en deuxième ligne. Mais voilà. En 9, bon, ça a l'air d'être la dernière de Baptiste Serin à Toulon. Apparemment, ça discute à droite, à gauche. Bon, on va peut-être faire abstraction de ça pour la dernière saison, mais Serin, voilà, à voir. Ben White, Poney, je sais pas si tu regardes cette vidéo, pour moi Ben White va faire une très très grosse saison avec Toulon et tu seras forcé de reconnaître que c'est un très très grand joueur de rugby avec Toulon. Donc j'espère que ce sera le cas cette saison. Les 10, bon, il y a eu cette espèce d'info-échange avec le Stade français ou cette rumeur d'échange potentiel entre Enzo Hervé et... comment il s'appelle hein j'ai oublié son nom. Et Louis Carbonel. Avec Louis Carbonel, ça s'est pas fait. Apparemment, il y a des discussions pour faire un échange Garbizi la saison prochaine. Garbizi, comment il s'appelle c'est dur là aujourd'hui. Hein. Albornoz Garbizi. Ça, c'est pour la saison prochaine. Donc, on est quand même à cette disposition où ils ont quand même récupéré Matteo Garcia et on se retrouve avec une charnière quand même pas mal fournie à Toulon. Donc, c'est pas une faiblesse. Mais j'ai bien envie de voir. Évidemment, Serin sera titulaire, mais quel 10 prend la mesure? Parce que Garbizi, je sais pas. Tu vois, on parle beaucoup du rendement de Ben White. Je trouve que Garbizi, défensivement, très très bon. Dans l'animation offensive, peut mieux faire. Dans le jeu au pied, peut mieux faire. Voilà. Au centre, bon. C'est plutôt pas mal. Non, mais c'est bien de l'avoir là pour le leadership et je pense que il y a beaucoup de joueurs qui peuvent profiter. Il y a un truc que j'arrive pas à sortir de la tête quand même. Antoine Frisch, là, c'est maintenant ou jamais. Hein. À mon sens, c'est la saison où si il n'y a pas de retour sur investissement de la part de sa part envers Toulon. Parce que la première saison n'a pas été folle. Hein.
La deuxième, j'espère qu'elle le sera pour lui. Pour les ailes, là, à la limite, c'est peut-être un peu court sur les ailes. Alors, je me disais, Villiers, Dréan, ok. Twikuvu peut jouer à l'aile. Smiley aussi. Bon. Daumont, pas vraiment. Ferté à la limite, donc tu te retrouves à 4 ailiers et demi. Bon, voilà. C'est que Jaminet et Daumont sont plutôt fixés sur l'arrière. Donc Ferté, peut-être qu'il va bouger, mais voilà, peut-être qu'à la limite, voilà, à la limite, le poste d'ailier est peut-être faible à Toulon. Voilà. Mais voilà, moi, je pense que Toulon peut repartir sur cet objectif de comment dire, d'espérer le top 2. Et quand on voit à quel point ils en étaient proches la saison dernière, tu te dis qu'en vrai, avec encore plus de pragmatisme dans certains moments et avec encore plus d'efficacité, parce que j'en ai parlé ça de nombreuses fois, alors je finis ma phrase, ils peuvent, avec le pragmatisme et l'efficacité, ils peuvent vraiment, à mon sens, faire chier Bordeaux et Toulouse dans les doublons, c'est-à-dire leur gratter des points au moment où ils s'y attendent pas vraiment, et potentiellement finir dans un top 2, ce qui serait à mon sens énorme, parce que ça forcerait une équipe comme Toulouse ou Bordeaux à faire un match en plus, et ça les rapprocherait peut-être cet objectif de titre et de ramener le Brennus sur la rade. Et pour en venir à l'efficacité, Toulon, pour moi, c'est une équipe super intéressante, mais la saison dernière, ils se sont retrouvés dans des situations où ils devaient dépenser beaucoup trop d'énergie pour marquer, pour prendre des bonus offensifs. Le truc qui m'a le plus marqué, moi, c'était le match contre Bordeaux. Tu te dépenses, mais comme des tabanards, pour au final, je me souviens plus s'ils avaient pris le bonus ou pas, mais je crois qu'ils n'avaient pas pris le bonus, et la semaine d'après, ça n'avait pas été incroyable. Et ça arrivait plein de fois, ça. Les matchs où à domicile, tu te dépenses beaucoup trop pour prendre le bonus, t'es pas assez efficace. Donc au final, la semaine d'après sur le déplacement, t'es crevé, t'es obligé de faire tourner. Tes joueurs, ils sont plus aussi frais qu'avant. Donc en déplacement, t'es pas incroyable. Combiné à ça, le manque d'efficacité. Moi, j'espère que sur cet aspect-là, l'efficacité, si Toulon se met à marquer des essais sans trop d'efforts, ça peut vraiment jouer le top 2. Et je le dis très sérieusement, s'ils arrivent à vaincre ça et aussi à avoir ce pragmatisme dans les matchs importants, face au top 4, on va dire, donc Toulouse, Bayonne, Bordeaux, tous les gros clubs, entre guillemets, tous les clubs chiants, on va dire, ça peut vraiment être top 2 de la saison. Après, les phases finales, c'est un autre monde, mais s'ils arrivent à ça, je pense que Mayol va se remplir pour tous les matchs. Voilà. Donc, si vous voulez voir mon classement de Toulon à la fin de la saison, c'est dans quelques minutes, vu qu'on approche de la fin. On va faire le Stade Toulousain, puis après ce sera Montauban. Et on en aura fini de la vidéo. Et donc on aura fini de la preview des équipes. Et on fera les pronostics de classement. Bon. Toulouse, 3 recrues. Enfin, 2 recrues et un retour de prêt. C'est un petit peu des paris, je pense. Teddy Thomas, Colombe. Est-ce que tu peux... Alors, Rapetti, par contre, ils ont recruté des joueurs aussi chez les Espoirs. Ils ont pris Rapetti, qui a immédiatement été appelé avec les Argentins pour aller, je crois, partenaire d'entraînement pour la double confrontation avec les Wallabies. Ils sont allés choper au début, on en a parlé au début de la vidéo, un Australien qui a fait grand bruit avec les jeunes Australiens de rugby à 13, qui était un joueur des Penrith Panthers, mais qui est toujours un lycéen, mais qui est super intéressant. Ils l'ont amené, donc peut-être qu'on va le voir avec les Espoirs. Je vous en dirai peut-être plus, parce que comme je suis localisé à Toulouse, je vais souvent voir des matchs des Espoirs du Stade Toulousain, des Espoirs en gros des joueurs de la région. Et donc on verra ce que ça donnera. Je vous tiendrai, peut-être posez-moi la question durant la saison, je vous dirai. Et puis pour les départs, bon... La Olala, c'était pas vraiment important. Reyes, il s'était pas vraiment installé dans la rotation. Malakai Hawks, c'est pour lui donner de l'expérience à Aix. Ils ont aussi envoyé Raphaël Porta. Ils ont perdu Richie Arnold, qui au final s'était éteint petit à petit dans la rotation et qui était plus vraiment devenu un titulaire de... Voilà. Placine, qui est reparti à Biarritz, d'ailleurs, qui a fait un bon match là pour
la première spectaculaire de la saison de Pro D2. Ils ont perdu. Ça, c'est chiant, par contre. Ils ont perdu Bituniata. Moi, c'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié sur les quelques matchs qu'il avait eu avec l'équipe rouge et noire avant de sa blessure. Il avait énormément donné. Et du coup, de le voir péter, bon, j'étais content de savoir qu'il avait retrouvé un point de chute à Aix. Et franchement, Aix va s'en régaler, je pense. Et après, Mathieu Galtier qui a un espoir. Et qu'elle est à Albi, ça donne cet effectif. Vraiment, c'est pas ouf, hein, l'effectif du Stade Toulousain. On fait un peu de sarcasme parce que voilà, il en faut, mais l'effectif est complètement dingue. Il n'y a aucune faiblesse numérique. Franchement, il y a l'embarras du choix. Enfin, quand tu vois que même sur des postes où même le poste de demi-ouverture, t'as Ntamak, t'as Richardis, Ramos, Kinghorn, Gourgue. Bon, bah ouais. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal Toulouse effectif. Bon, on va repartir sur une saison où je pense que ça va être chiant à battre en doublon et tout seul. Le retour de Dupont va être important aussi. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle saison perfection? Nous, à Toulouse, où tu es imbattable, où tu vas jouer sur les deux tableaux en t'appuyant sur cet effectif monstrueux. Est-ce que le retour de Dupont et peut-être l'arrêt, j'espère pour eux, des blessures, va te permettre de repartir de plus belle? Franchement, ce serait intéressant. Hein, surtout que je crois que Movaka va revenir dans quelques mois également, un petit peu comme Dupont, je pense avant la fin de l'année. Donc à partir des matchs importants. Donc à voir Toulouse. Pour moi, je voulais faire le hipster sur les pronostics de classement et peut-être les mettre deuxième en mode l'UBB leur passe devant, mais franchement, s'ils finissent pas premier, alors c'est pas un accident industriel, mais ce serait dommage. S'ils finissent pas dans le top 2, bon, là on est sur l'accident industriel. Mais pour moi, Toulouse a tellement d'arguments pour jouer la première place et pour truster la première place tout au long de la saison qu'au final, je m'en fais pas vraiment pour eux, quoi. Je m'en fais pas vraiment pour eux et j'ai pas grand chose à dire au final parce que ils ont l'effectif pour finir premier et ils ont un club, des dirigeants intelligents qui ont su bâtir ce truc-là, quoi. Sans forcément mettre de directeur sportif au-dessus du Gomola, si vous voyez la référence que je fais ici. Mais voilà, non, franchement, c'est pas mal. Il y a des joueurs que j'ai hâte de voir un peu plus longtemps jouer. Tu vois, Bertrand, qui a fait quelques apparitions que je trouve super intéressant, mais Gerby, pareil, qui a fait partie des U20 sur les championnats du monde et sur le 6 Nations où ils ont été vainqueurs. Lacombre, j'ai hâte d'en voir un peu plus de lui parce que Movaka va encore manquer quelques mois de compétition. Apparemment, il y a un nouveau Brennan aussi, Bobby Brennan, qui je pense n'est pas un homonyme, qui doit avoir une certaine provenance génétique, qui doit être le petit frère de Joshua Brennan, on rigole, mais voilà, c'est pas mal. Alors moi j'ai entendu parler de Roméo Bonnard, qui a joué beaucoup de matchs. Il a joué 2 matchs du Stade Toulousain en tant que titulaire. Hein. Après il a été remplacé, etc. Mais j'en avais jamais entendu parler avant. Il a joué les 2 matchs, donc je pense que c'est un joueur que Mola va utiliser sur les doublons. Après, qu'est-ce qu'il y a comme joueur que je peux vous... Joanie, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Je ne l'ai pas trop vu jouer. Par contre, celui que j'avais entendu parler, Marzulo. Marzulo, si jamais vous le voyez jouer ou vous le voyez sur une feuille de match du Stade Toulousain cette saison, regardez le match parce que ça peut être intéressant. Tolofua, on le connaît un petit peu, mais peut-être qu'il va jouer plus de matchs. Ils ont recruté un Italien aussi, j'ai hâte de voir. Il était sur les listes de l'Inextenso Super 7, ce que j'ai pas pu voir. Mais peut-être qu'on verra Lorenzo Ferrari cette saison en fonction de l'absence de Dupont et Graou sur la tournée d'automne. Donc peut-être qu'on verra Darroch, Gaviria, Ferrari sur certains matchs. Richardis aussi, qui a l'air de s'avancer comme un potentiel 10 dans la rotation des doublons. Après, Pouzelgue, que vous connaissez déjà, qui a fait du Sevens, qui a fait quelques matchs. Vignière, qui est célèbre pour son plaquage sur Antonio, mais en dehors de ça, c'est quand même un très très bon joueur. Et puis après, Nemor qui joue avec les espoirs, qui est très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gourgue qui revient d'une saison, alors pas blanche, mais d'une saison compliquée l'année dernière où il avait traîné une blessure. Je me souviens plus trop ce que c'était. Mais en tout cas, ça avait été chiant pour lui. Rému aussi, qui commence un petit peu à prendre du galon dans la hiérarchie des arrières du Stade Toulousain quand Ramos, Malia, Kinghorn et Capuzzo sont pas là. Enfin, Maya est là, mais voilà. Donc voilà, Stade Toulousain qui normalement va finir premier cette saison. Et je ne me mouille pas trop en annonçant ça.
en annonçant ça. Putain, c'est tard, hein, parce que quand j'arrive plus à prononcer les mots, voilà, il est presque 3h30. Bon, vous me pardonnerez des quelques erreurs de mots. Enfin, Montauban. Bon, je vais la faire rapide, hein. C'est une équipe qui a été géniale. Après, sur le long terme, enfin sur le moyen terme d'une saison de top 14, est-ce que je pense que Montauban a les armes pour se maintenir? Pas forcément. Est-ce que je pense que c'est forcément une équipe qu'il ne faudra pas regarder? Pas forcément non plus. J'ai l'impression qu'on peut vraiment revivre cette espèce d'épopée semi-héroïque. Alors semi parce que c'est du rugby, donc tu vas pas libérer les prisonniers du dragon, mais semi-héroïque dans le sens où tu vas te battre contre vents et marées, contre des équipes qui seront beaucoup plus fournies que toi, et que chaque victoire que tu prendras, chaque point que tu prendras, ce sera une victoire en elle-même. Et ce sera peut-être un pied de nez au système aussi, parce que les pauvres, je pense que même eux n'avaient pas prévu de monter, à part un petit peu avant la finale où tu te dis « Ah, en vrai, on peut faire un truc ». Donc, voilà. Après l'effectif, bon, il y a un joueur que j'ai adoré sur la dernière saison de Montauban, parce que comme c'est proche de Toulouse, j'étais allé voir le match contre Colomiers au Stade Ernest Vallon. Moi, j'avais adoré Kylian Ringuet, qui avait été une des révélations d'ailleurs de la finale de top 14 à Ernest Vallon, encore une fois, qui avait fait un gros match. Je crois qu'il finit avec 20 plaquages, un truc comme ça, qui avait vraiment été. Après l'effectif, bon, évidemment, il leur manque des joueurs, hein. Quand tu regardes l'effectif, ils sont à peine 5 recrues. Bon, pour un promu qui monte de la Pro D2 au top 14, c'est probablement pas assez. Après, est-ce qu'ils auront les armes pour faire quelques victoires? Oui, je pense qu'ils en auront quelques-unes. Mais voilà, je pense qu'on célébrera cette équipe non pas par pitié, mais plus par comment dire, par respect pour ce qu'ils ont fait là en fin de saison dernière sur les phases finales, parce qu'ils ont montré quand même que c'était une grande équipe et leur ticket en top 14 est absolument pas volé. Et donc sur ça, immense respect à Montauban, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec eux cette saison, et même s'ils sont relégués, je pense que ce ne sera pas une défaite en elle-même, parce qu'ils auront appris, et même s'ils retombent, ça va encore une fois améliorer le niveau de la Pro D2, parce que ça voudra dire que tu auras une équipe qui aura connu l'expérience du top 14 en plus en Pro D2. Donc j'ai hâte de voir ça sur le long terme de Montauban. Voilà. Nous revoilà pour ce pronostic final. Alors vous avez devant vous un petit visuel que j'ai fait, un petit peu original, parce que plutôt que faire un classement brut où il y aura forcément des déçus, je me suis penché un petit peu sur ce que je voyais des équipes en termes d'amplitude de potentiel de classement. Alors c'est assez flou, mais vous allez comprendre quand vous allez voir par exemple le Stade Toulousain, qui pour moi, voilà, on a parlé, c'est une des certitudes de la saison, va finir à mon sens entre la première et la deuxième place. Bordeaux, pour moi, doit finir entre la première et la troisième, et ainsi de suite. Toulon, c'est entre la deuxième et la quatrième. Et là, alors l'ordre des équipes, c'est pas un hasard, c'est le classement de la saison dernière avec Montauban en plus qui est promu, donc j'ai mis à la place de Vannes. Et donc ça donne cette amplitude-là avec des clubs qui, moi, vont peut-être, selon mes prévisions, même si je suis pas devin, nous décevoir, d'autres qui ont été mal placés la saison dernière, qui vont nous surprendre, et ça suit quand même une logique, hein, vous le voyez, avec cette espèce de courbe assez rectiligne du 1er au 14e, mais Bayonne, vous voyez par exemple, je le mets entre la 5e et la 8e place, parce que, avec les arguments que j'ai énoncés tout à l'heure, je pense que le fait qu'ils aient fait une saison aussi propre la saison dernière, c'est parce qu'on les y attendait pas vraiment, mais là, ça va vraiment être plus compliqué pour Bayonne cette saison. L'ASM, pour moi, c'est pas une punition de les mettre là, c'est juste que je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, je le serai peut-être, mais pour l'instant, je suis pas convaincu, et je les vois faire une saison toujours avec quelques remous où il y aura quand même des imperfections à gommer, et je pense qu'ils les gommeront pas tout de suite. Castres, par exemple, voilà, qui tape un petit peu plus haut que dans sa catégorie de poids. Après, La Rochelle, bon, ça va en suivant. Pau, que je vois atteindre la 7e place, mais peut-être pas encore la 6e. Montpellier qui reste entre la 8e et la 11e place. Le Racing qui reste, voilà, sur ce truc-là, parce que je pense que ce serait une grosse saison de transition. Pour le Loup,
Bon, là, je les ai mis un petit peu plus haut parce que, en dépit des quelques faiblesses à certains postes dont j'ai parlé, je pense que ça peut être un petit peu l'équipe casse-couille qui peut vraiment, jusqu'à la dernière journée, faire partie de ces équipes qui peuvent accrocher la 6e place à un demi-point ou à une différence de points près. Le Stade Français, vous savez pourquoi. Perpignan, vous savez pourquoi. Je les mets peut-être un petit peu plus haut. J'ai parlé de ce phénomène du clic, ou si tout clique à Perpignan, ça peut être génial. Et Montauban avec seulement 3 places d'amplitude. Je m'étais limité à 4 pour les autres parce que sinon ça aurait été trop. 4, je pense que c'est la juste limite parce que si je fais 8 places d'amplitude, c'est un petit peu con. Mais voilà, bon, évidemment, 4 places sur 14, ça reste impressionnant. Mais voilà, je me suis permis cette amplitude. Vous pouvez le critiquer ou pas. Vous pouvez faire de même si vous voulez tenter. Mais voilà, ça donne ça. Ensuite, j'ai quand même pris compte de tout ça pour faire mon classement final. Et ça donne ça. Voilà, je me suis servi de ça quand même. Toulouse-Bordeaux pour le top 2. Bon, Toulon, si jamais ils le font pour le top 2, ce sera génial, mais c'est peut-être plus probable que ce soit Bordeaux qui le fasse. Castres, que je vois en surprise, non pas Bayonne qui prend ce top 4, mais Castres. Bayonne qui restera quand même sur un top 6, mais en 5e position et qui devra faire un barrage à domicile. Lyon, comme la surprise dans ce top 6, qui je pense accrochera voilà, ce top 6 à la dernière ou avant-dernière journée. Et je pense que jusqu'à de la 6e à la 10e place, ce sera serré. C'est pas très original, hein, vu que c'était le cas sur les, sur les dernières saisons. Mais voilà, avec Pau, voilà, toujours dans la partie haute de leur prévision quand même. Le Stade Rochelais, partie peut-être basse de leur prévision, mais le Stade Rochelais, voilà, c'est un petit peu comme Clermont, il va falloir convaincre, parce que je pense que c'est pas des favoris cette saison, mais qui peuvent regagner un statut, mais que ça va être compliqué, et que, à mon sens, l'effectif va être chiant, ça va être chiant à faire ça avec cet effectif sur les doublons notamment. Perpignan, donc, qui est dans la moyenne un petit peu basse de ma prévision. Je vois vraiment un truc cliqué à Perpignan. Si ça se passe pas, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Mais 9e place pour Perpignan, je trouve ça honnête. Clermont, c'est vraiment la partie basse hein, de ma prévision pour eux. Mais voilà, je reste pas encore convaincu par Clermont-Ferrand. Le Racing 92, pareil, partie basse de leur classement, mais je vois pas vraiment dans ma tête les mettre ailleurs et à la place de qui, voilà. Le Stade Français en 13e position, Montauban en 14e. Bon voilà, c'est... Je sais pas, j'espère que ça fera pas jaser ce classement parce que chacun a un avis différent et doit faire son classement propre au lieu de critiquer celui des autres et puis après on partage ça ensemble et on discute des points de vue. Je trouve ça plus intelligent que de dire hey, connard, t'as mis le Stade Français trop bas ou le Racing 12e, tu connais un rugby. Je trouve ça un petit peu réducteur sur le fond. Et donc voilà, je vous invite à faire votre classement, votre pronostic du classement dans les commentaires. On en discute, bien évidemment. Vous pouvez en venir dans les commentaires YouTube ou sur Twitter, en DM ou sur Instagram, il n'y a aucun souci, on peut en discuter. Mais voilà, j'espère un débat intelligent parce que c'est simplement pour me dire que j'y connais rien au rugby. Bon, peut-être, hein, mais c'est pas la meilleure ouverture de débat. Mais voilà, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle était très 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 longue, mais c'est vrai que les numérotations, pardon, je suis fatigué, hein, il est 3h30 là. Les numérotations sont, voilà, les chapitres font que c'est peut-être plus lisible, j'allais dire lecturable, la fatigue. Mais voilà, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous aimez le rugby. Pensez à mettre vos avis sur chaque équipe, sur votre équipe, sur les équipes adverses si jamais, en commentaire. Pensez à mettre votre pronostic de classement top 14 en commentaire également. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou alors en partie, mais ce sera quand même jusqu'au bout. Et puis bonne soirée tout le monde, bonne nuit pour moi, bonne journée pour vous peut-être. Ciao, et bonne saison de top 14.